À la veille d'une terrible guerre des prix, savez-vous ce qui vous attend? Quand les géants de l'informatique imaginent votre futur, votre vie quotidienne se transforme en un véritable polar. Micro-ordinateur, aujourd'hui 1 Français sur 10 en possède, chaque jour plus accessible, demain vous ne pourrez pas vous en passer. Ces hommes et ces femmes sont millionnaires en dollars, les coulisses de l'empire Microsoft, une success story planétaire. Nous allons donc voyager tout au long de ces 90 minutes au cœur d'un monde qui nous est pour une part inconnu. Et commençons tout de suite avec un objet très quotidien, notre téléviseur. Vous êtes là, tranquille, chez vous, installé, vous avez 5 ou 6 chaînes, voire plus, si vous êtes abonné au câble. Et avec votre télécommande, vous pouvez zapper d'une chaîne à l'autre, mais c'est tout. Demain, avec cette télécommande ou une autre télécommande, vous pourrez agir directement sur les programmes. Vous pourrez avoir accès à des quantités d'informations. Regardez, cette télé-là existe déjà au Canada. Reportage de Thierry Ornay et Alain Robéchaud. Montréal, deuxième ville du Québec. Ici, il neige de décembre à avril. Le fleuve Saint-Laurent est parfois entièrement gelé. Les températures descendent jusqu'à -25. Un des passe-temps qu'ont trouvé les Québécois pour tenir le coup, c'est la télévision. 100% des foyers ont un poste, souvent même plusieurs. Le taux d'abonnement au câble est de 80% contre 5% seulement en France. Les Québécois ont même inventé une télévision d'un genre tout nouveau, la télé qui obéit aux téléspectateurs. La télévision interactive. Dans quelques instants, vous enquêterez sur une affaire qui s'est réellement produite. Meurtre, suicide, fraude. À vous de déterminer la piste à suivre. Grâce à la télévision interactive, Vincent et son copain vont pouvoir mener l'enquête de chez eux avec la télécommande. Numéro de code d'accès privilégié pour cette enquête. Une affaire d'homicide dans une famille très riche. Sur l'écran s'affichent toutes les données nécessaires pour découvrir le coupable. Résumé de l'affaire, rapport médico-légal, plan des lieux, etc. 19h07. Le principe du jeu, c'est qu'à chaque étape, les policiers consultent le téléspectateur. Peut-être que madame était seule. Faites votre choix. Connaissiez-vous l'assassin de votre mari? Ici, Vincent a décidé d'interroger la femme de la victime. Il pourra interroger à sa guise n'importe quel suspect. On l'a invité seulement 2 jours avant. L'émission dure 20 minutes, il suffit de noter son numéro de code. Veuillez noter votre numéro. 2, 3, 4, merci. Et la semaine prochaine, l'enquête continuera. À quoi ça sert? Ben ça là, si je veux continuer mon enquête la prochaine fois, bon ben ça va me servir. Si je fais ce code-là, puis ça va continuer la même enquête. Parce que sinon ils vont changer d'enquête. Moi je vais la continuer, tu sais, je veux trouver le coupable. Le secret de cette télévision obéissante, unique au monde, il est ici, chez Vidéotron, le premier réseau câblé du Québec. Alors, je vous invite à voir notre mur spécial. C'est l'offre télévisuelle qu'offre le câble opérateur Vidéotron. 3 chaînes d'infos continues, 3 chaînes éducatives, 2 chaînes sportives, 4 chaînes musicales, tous les grands réseaux américains, ABC, NBC, CBS et Fox. Ici, les abonnés au câble reçoivent 54 canaux pour 28 $ canadiens, un peu plus de 100 francs par mois. Quant à cette fameuse télé interactive, la voici, elle est à vous pour 10 $ de plus, 40 francs par mois. Voyons comment elle fonctionne. Cette émission vous propose de jouer à la roulette de chez vous. On vous donne le choix entre plusieurs mises. En fait, les 4 possibilités ont déjà toutes été prévues. 4 magnétos diffusent 4 versions différentes de la suite de l'émission. Chez moi, je ne verrai qu'une version, celle qui correspond à la mise que j'ai choisie. Alors, c'est à vous de choisir, chère madame. Le premier trio. Autre exemple, le téléspectateur regarde ici un match de baseball en interactif. Il est sur le canal 3. S'il passe sur un autre canal, il aura en 2 une vue générale du terrain, en 1 un gros plan du batteur adverse et en 4 le tableau des résultats. Il réalise lui-même son match. Encore mieux, depuis 2 ans, Fort Boyard existe en version québécoise et interactive. C'est la même émission, filmée dans le même fort, avec les mêmes épreuves et la même recette. Le présentateur a tout de même un léger accent. Bienvenue dans les murs de Fort
Mais la grosse différence, c'est qu'on a rajouté des questions qui s'affichent directement sur votre téléviseur et auxquelles vous pouvez répondre de chez vous. Je souhaite que... Alors là, on est chez le père Fourac et il va poser une question à la participante et elle devra résoudre l'énigme. Mais en interactif, c'est qu'à la maison, on peut essayer de résoudre l'énigme également. Et là, on va voir apparaître à l'écran, si on écoute attentivement aussi, un choix de réponse pour trouver quelle est la bonne réponse. Par exemple, choisirez F2, aventure, en appuyant sur le F2 ici. C'est pas une aventure? Alors on me répond, bravo, la première clé est toujours la plus difficile parce que j'ai eu la bonne réponse et on le voit à l'écran, c'est aventure qui est la bonne réponse. Très bien. Félicitations. Si j'avais pas eu la bonne réponse, qu'est-ce qui se serait on passé? m'aurait pas donné ma clé puis on m'aurait dit que désolé, essayez-vous, travaillez plus fort, soyez plus attentifs. OK, la panier de crabe au monde! Ça, c'est un autre exemple. Alors, comme quand le jeu est physique, on ne peut pas vraiment faire jouer les jeux chez eux, on pose des questions d'observation. Alors, pour avoir notre clé, on doit bien répondre à la question qui va venir. Quelle était la couleur des gants de Patricia? Avez-vous bien regardé? Alors, on va choisir jaune. Et on me dit, vous avez remarqué les gants. Bravo. Et j'ai mes 2 clés. Fabriquer une émission interactive, ça coûte un peu plus cher que de fabriquer une émission classique. Dans le cas de Fort Boyard, le surcoût est faible, il suffit d'ajouter les questions sur les images. Pour les informations télé, c'est plus compliqué. Il faut quasiment produire 4 journaux différents. Le présentateur est là pour donner le menu. Ce soir, la fusion des hôpitaux Sacré-Cœur et Maisonneuve-Rosemont. Restez sur cette position pour voir le TVA de 18h, mais faites F2. Les indices boursiers, l'éphéméride vous est présenté en F3 et si vous voulez consulter des offres d'emploi, faites F4. Et hop, tous les reportages démarrent au même moment. Chez lui, le téléspectateur ne regarde que celui qu'il a choisi. Tout est calibré à la seconde près. Au bout de 2 minutes environ, le présentateur revient sur tous les écrans et propose un nouveau choix. Faites maintenant vos choix pour la 3e section de votre journal télévisé que vous pouvez constituer vous-même. En ce moment, les Québécois peuvent suivre un reportage sur l'informatique, un micro-trottoir sur les impôts ou la rediffusion d'une cérémonie. Pour le journaliste, c'est presque 4 fois plus de travail. Même chose pour la réalisatrice. Quand vous êtes dans un studio normal, que, admettons, on fait le 18h, vous n'avez qu'une sortie à vérifier, c'est celle que vous mettez en ondes. Est-ce que là, en même temps, vous en surveillez 4? C'est un peu impressionnant, je pense, comme première approche pour quelqu'un qui ne l'a jamais vu. Mais quand ça fait quelques mois qu'on est dedans, on voit clair. Jeux interactifs, journaux interactifs, même la publicité est devenue interactive sur les télés québécoises. Robert Lord est responsable marketing chez TVA, la plus grosse chaîne privée du Québec. Ces espaces de pub, il les vend 7% plus cher depuis qu'ils sont devenus interactifs. Voici ce que ça donne concrètement, le TVA direct. On va voir ici une annonce de la Banque de Montréal, un message de 30 secondes, auquel on va pouvoir donner de l'information additionnelle. Au bas de l'écran, pour ceux qui ont le vidéo, c'est indiqué pour plus d'informations, faites le dièse plus. Voici ce qui apparaît au tiers de l'écran, au bas. L'émission, elle, continue comme si de rien n'était, et le bas, le tiers de l'écran au bas, va donner de l'information additionnelle. C'est une pub qui déborde sur le programme. C'est ça. Ça nous permet de donner beaucoup plus d'informations que ce qui serait possible de donner dans un 30 secondes. Toujours plus fort, les responsables de la publicité cherchent à savoir qui vous êtes. Au milieu du programme, une question, qui est devant la télé? Homme, femme, mixte? La réponse est enregistrée. Au moment de la pub, le téléviseur se branchera tout seul sur le bon canal. Vous avez répondu homme, vous verrez une pub pour un vernis résistant à l'eau. Quant à vous, mesdames, vous pourrez déguster une publicité pour yaourt. Ceux qui ont répondu mixte verront une pub pour toute la famille. Une des façons d'accentuer l'interactivité, c'est de relier le visionnement du message publicitaire à un quiz. Avant la coupure publicitaire, un message prévient le téléspectateur. Attention, soyez attentifs à la pub. Ensuite, une question sera posée. Jeudi vert. À tout de suite. C'est une façon d'empêcher les gens de zapper, mais ça va encore plus loin. C'est que ça force les gens à porter attention au message, à écouter tous les mots, à regarder toutes les images, parce qu'ils ne savent pas du tout quelle question va être posée. Récompense pour les téléspectateurs les plus observateurs, un message fait tout exprès pour eux et la possibilité de gagner un superbe t-shirt. L'essentiel, c'est que le public participe et surtout qu'il ne zappe pas au moment de la pub. L'interactivité a transformé la télé québécoise. Aucun type de programme n'en a réchappé. Le sport national, le hockey sur glace, est lui-même touché. Tous les matchs de l'équipe de Montréal sont diffusés en interactif.
Christian est un passionné de hockey. Pour rien au monde, il n'aurait manqué le match de ce soir, car l'équipe de Montréal rencontre celle de Washington. Les Canadiens sont à Washington ce soir et rien ne va plus. Au cours des 3 derniers matchs, 3 défaites. Il y a 26 équipes. Les Canadiens sont en 11e place. Là, il n'a jamais descendu là depuis les 25 dernières années. Il a tout le temps resté dans les 6, 7. C'est parce que là, t'allais dire, c'est le coach. Le coach, là, c'est une vraie tapette. Pour se consoler, Christian peut à tout moment consulter la fiche d'identité de ses joueurs préférés. Tout y est, l'âge, la date d'engagement dans l'équipe et même le salaire annuel. Son salaire par année, là, c'est 360 000 US, américains. Ils peuvent gagner combien les meilleurs? Les meilleurs, ça peut aller jusqu'à 45 millions. Là, comme Mario Lemieux, les Pingouins de Pittsburgh, le numéro 76. 45 millions de dollars par année, là. Non, pour 5 ans. Pour 5 ans. Pour 5 ans. Ça donne 7,2 millions par année, tu sais. Lui, il est payé 1 million par année. Puis il fait rien, hein? Il fait rien. Ah non. Il fait juste balayer la glace, lui. Autre divertissement interactif, le retour en arrière. Lorsqu'il y a une belle bagarre, Christian peut, pour le plaisir, se repasser la scène. Reprise. La reprise. Moller qui a réussi à pogner Hunter. Hunter, c'est un batailleur. Eh oui! Oui! Il est plein de sang, va-t'en sur le banc. Lui, il est baveux, lui, après ça. Il mérite. Deuxième période, ça va mal pour les Canadiens. Ils sont menés 2-0. Et puis à 6 minutes de l'arrêt, premier but, premier point pour Montréal. Oui! Et voilà, c'est 2-1 et c'est pas fini, ça fait juste commencer la soirée. Aussitôt, une question s'affiche sur l'écran. L'égalité sera-t-elle créée d'ici la fin de la période? Oui. Ouais, s'ils vont égaliser d'ici la fin de la période. Moi, j'ai marqué oui. Pas de chance décidément. 6 minutes plus tard, les Canadiens n'ont toujours pas égalisé. Alors là, c'est pas ma journée, hein? Les Canadiens sont pas avec moi ce soir. Également, il fallait le faire. Mais on va aller encore plus loin. Les Québécois travaillent déjà sur un projet de télévision encore plus interactive. Nom de code Ubi, démarrage prévu cet automne. Avec Ubi, un téléviseur ne sera plus seulement un téléviseur. Il sera à la fois téléphone, fax, ordinateur et Minitel. Il pourra recevoir des informations, mais aussi en envoyer dans tout le réseau. Ubi va plus loin en ce sens que c'est via un terminal qui, lui, sera bidirectionnel. Donc, les consommateurs auront accès à une voie de retour à partir de leur téléviseur conventionnel, donc qui transformera l'appareil de télévision en un appareil de réception, en un appareil de communication avec l'extérieur. Avec Ubi, je vais pouvoir de chez moi faire mon choix dans des catalogues et régler la facture sans me déplacer avec ma carte bancaire. Au milieu du match de hockey, quand survient une petite faim, je pourrai commander un repas simplement avec ma télécommande. Appuyez sur F4. Banque, poste, assurance, jeux vidéo, des centaines de services seront à ma portée. Qu'est-ce que tu fais? Je règle le chauffage pour la fin de semaine. Je pourrai même brancher le système de chauffage de ma maison sur la télé et programmer les radiateurs pour faire des économies d'énergie. N'oublie pas l'éclairage. Ah oui. Quelques centaines de kilomètres plus au sud, les Américains contre-attaquent. Time Warner, l'un des géants mondiaux de la communication, planche sur un projet concurrent qui a démarré cet hiver. Le top de l'interactivité. Non seulement vous pourrez choisir votre film, mais aussi l'heure à laquelle vous souhaitez le voir. Vous pourrez ensuite le visionner à votre guise, image arrêtée ou marche arrière si ça vous chante. Un projet très ambitieux, mais aussi très coûteux. Ça coûte très, très cher. Ça coûte très, très cher à Time Warner et c'est pour ça, j'imagine, que leur échantillon de test se limitera sur une période de 2 ans à 4000 foyers, tandis que nous, on démarre avec 33 000 foyers qui auront un accès instantané à un ensemble de services. Et je pense qu'au bout de quelques années, on aura une meilleure idée tous de la recette magique pour pouvoir satisfaire le consommateur à domicile. Bon courage car les concurrents ne vont pas manquer, à commencer par les grands réseaux privés du téléphone. La compagnie Bell occupe la tour en face de celle d'Ubi. Elle a annoncé récemment son intention de très bientôt se mettre à son tour à la télé par câble. C'est incroyable ce nouveau marché où même demain les compagnies de téléphone vont rentrer dans la course. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi.
Renaud de la Baume, Jean-Jérôme Berthelus, vous avez exploré ce 21e siècle qui va nous connecter à de plus en plus d'informations. Vous avez écrit un livre, Les Nouveaux Maîtres du Monde. Vous allez être un peu nos guides tout au long de cette émission. Un livre qui se raconte un petit peu comme un thriller, de manière très passionnante, qui explore tout ce qui nous attend. Revenons sur ce reportage. On comprend pas, enfin on comprend ce qui se passe, mais on se dit c'est incroyable, c'est à des années-lumière de ce qu'on va vivre en France. On est très loin de ça aujourd'hui. Ah non, pas du tout à des années-lumière. D'ici la fin de l'année, il devrait y avoir des expériences du même type qu'on vient de voir sur ce reportage, des expériences de ce type sur le câble parisien. Et puis surtout, la télévision numérique va débarquer en France très très prochainement. Ça veut dire beaucoup plus de programmes, 1 millier de chaînes d'ici la fin du siècle, c'est-à-dire d'ici 5 ans. Enfin, il faut mettre ensuite des choses dans les canaux. Il faut les trouver. La possibilité d'avoir 1 millier de chaînes. La possibilité d'avoir 1 millier de chaînes, mais ne vous inquiétez pas, on va les trouver. Et surtout, beaucoup plus d'interactivité. Et alors, pourquoi, c'est quoi le numérique? Qu'est-ce qui va rendre ça possible? Pourquoi ça ne l'était pas hier? On va prendre un exemple simple. Tout le monde se rappelle le disque vinyle, ce bon vieux disque vinyle qui crachotait. Il y a encore 10 ans, tout le monde avait ça. Aujourd'hui, on a cette petite galette, compact disque. Ça veut dire plus de musique sur un plus petit support. Ça veut dire qu'aussi on peut choisir sa chanson avec une télécommande. Et ça veut dire effectivement un son parfait. C'est du numérique, ça? C'est du numérique. C'est-à-dire la musique est codée numériquement. Et bien c'est la même chose pour les chaînes de télé. C'est-à-dire que là où on pouvait faire passer hier une chaîne de télé, on va pouvoir en faire passer 10. Là où on pouvait faire passer une chaîne de radio, on va pouvoir en faire passer 100. Qu'est-ce que ça veut dire pour les téléspectateurs? Par exemple, pour ceux de M6, les 4 millions de téléspectateurs qui nous regardent actuellement, ça veut dire que demain, ils vont avoir leur M6 personnel, ils vont avoir leur capital personnel, c'est-à-dire qu'ils pourront choisir véritablement d'avoir tel ou tel sujet dans Capital. Un lien individualisé, une interactivité. Ce qu'on a fait avec le son, on va le faire avec l'image. Alors, on va revoir certaines séquences là, du reportage pour essayer de comprendre. Quand on commande, par exemple, son poulet à domicile en regardant un programme de télé, pourquoi c'est possible, ça? C'est-à-dire il faut plus voir la télévision comme la télévision qu'on connaît actuellement. Il faut presque voir la télévision de demain comme le téléphone. C'est-à-dire le téléphone, on communique de 2 à 2. Et bien on fera la même chose avec sa télévision. C'est-à-dire on aura vraiment un canal dédié chez soi dans lequel on pourra faire passer des informations. Si vous avez envie d'une pizza, vous commandez une pizza. Et quand on veut revoir la scène avec Harrison Ford qui repart en arrière, ça aussi c'est possible avec du numérique. Pourquoi? Ah oui, là c'est génial parce qu'on pourra effectivement commander le film qu'on souhaite et plus besoin de magnétoscope. C'est-à-dire plus besoin de ces machines où on a du mal à enregistrer, on ne sait pas revenir en arrière. Là, on fera tout ça avec sa télécommande. Enfin, il faut qu'elle soit facile à comprendre aussi, la télécommande. Alors, aujourd'hui, ça va coûter cher. Ça envoie le programme UBI au Canada, 1600 francs la télécommande. Ils sont très malins, d'ailleurs. Ils vont faire comme avec le Minitel en France, c'est-à-dire qu'ils vont la donner gratuitement, comme on a donné le Minitel. Et ensuite, on va acheter les programmes et on va financer ça avec les programmes, avec les serveurs, avec les services qu'on va payer. Time Warner fait une expérience. On estime que leur télécommande vaudrait 40 000 francs au prix de marché. Personne ne pourra s'offrir ça. Les prix vont beaucoup baisser. On peut imaginer que les prix à l'avenir tomberont à 2000, 1000 francs. Il suffit de comparer ça au prix d'une voiture. Une voiture coûte au minimum 40 000 francs. Oui, mais là, oui, mais minimum, strict minimum. Là, vous aurez accès à des milliers, des millions d'informations, moyennant 2000 francs, et ensuite un abonnement mensuel. Donc finalement, ça n'est pas si cher que ça. C'est vrai que la télé a au moins autant d'importance que la voiture aujourd'hui. Alors déjà, pour avoir toutes ces chaînes en France aujourd'hui, pour en avoir plus demain, il faut avoir soit le câble, soit le satellite. C'est pas forcément facile. Alors câble ou satellite, mode d'emploi, Luc Labose. En France, la télé toute bête, c'est 6 chaînes accessibles directement grâce à une antenne sur le toit. Première solution si vous en voulez plus, vous habitez sur un des 300 sites câblés du pays, vous pouvez en vous abonnant capter plus d'une trentaine de programmes. À Paris, TV Câble en propose 35, visite du centre de contrôle et de diffusion dans le 15e arrondissement. Nous avons les 6 programmes hertziens de TF1 à M6 qui sont reçus directement depuis la Tour Eiffel par liaison optique directe sans passer par les émetteurs. Nous avons ensuite des programmes comme Eurosport, donc une chaîne de sport. Le spectacle du sport est l'un des plus populaires du câble. On s'abonne aussi pour l'information continue. Je suis ravi d'accueillir le Premier ministre et candidat à la présidence de la République, Édouard Balladur. Merci d'être ici. Et puis à toutes les heures, un feuilleton culte sur une chaîne spécialisée. Ah non, soyez gentil de ne pas vous asseoir sur cette chaise, à moins que vous soyez fatigué. Pourquoi ça? À cause du couvert en plus, c'est double pour 2.
Séries, sport, magazines et infos, les programmes de base coûtent 145 francs. Ensuite, c'est avec supplément, 66 francs de plus par exemple, si vous aimez le cinéma. Bon, ben là, ça c'est trop fort. T'as fait jurer de rien répéter, crever les charognes. Tu sais ce que t'es, un par jour, comme on dit. Un quoi? Un par jour, c'est pas ce que c'est. Plus de films encore, mais toujours plus cher, avec sur ces chaînes-là le paiement à la séance. À chaque fois que vous regardez, on vous débite 29 francs, film en version française ou originale. Joe Allenbeck est un détective privé dont la chance a tourné. Si tu me touches encore une fois, je te tue. 2 attaques, 2 coups au but. Je te l'avais dit. Je suis très optimiste. Et sa grand-mère a complètement perdu la boule. Sympa, mais à utiliser avec modération, 29 francs le film consommé. En fin de mois, la facture peut être lourde, car c'est vrai qu'en France, le câble est relativement cher. Beaucoup plus, par exemple, que chez nos voisins allemands et belges, chez qui l'abonnement de base ne dépasse pas les 50 francs. Dans ces deux pays, le développement du câble a été de surcroît beaucoup plus rapide que chez nous. Aujourd'hui, 75% du territoire allemand est câblé, pratiquement 100% en Belgique, alors qu'en France, seul 28% de la population a la possibilité de se raccorder. Pour les autres, ceux qui ne peuvent pas se brancher restent le satellite s'ils veulent plus de programmes. Cette antenne est d'abord très utile dans les quelques régions où l'on ne capte même pas les 6 chaînes nationales. Le relief empêche la réception par voie hertzienne. Pour les téléspectateurs de ces zones mal exposées, pas de TF1, France 2 ou M6 sans parabole. On capte pas toutes les chaînes qu'on voudrait avoir. Là, il y a la montagne aussi. Il y a une montagne là, alors peut-être qu'on n'arrive pas à les capter à cause de ça. Il y a des régions sinistrées comme l'Oise par exemple à 60 km de Paris ou la Normandie. Dès qu'il y a des régions vallonnées qui sont mal couvertes par les réseaux classiques, les gens n'hésitent pas à passer à la parabole. Dans les régions, nous dirons donc moins sinistrées, la parabole, c'est par contre pour améliorer l'ordinaire, élargir son choix de programme au-delà des 6 chaînes hertziennes. Ce genre d'antenne, celle qu'on vous pose le plus souvent, coûte environ 3500 francs installés. Côté pratique, si vous avez une villa, pas de contrainte, vous pouvez mettre la parabole sur le toit ou dans votre jardin. En immeuble par contre, c'est plus compliqué. Pour la monter sur le toit, il faut l'accord des copropriétaires. Si vous êtes locataire, celui du syndic, et cette démarche peut prendre du temps. Alors évidemment, à chaque fois, ils font quasiment la sourde oreille, donc on est obligé de revenir à la charge. Après, il faut aller sur le toit de l'immeuble pour leur faire un plan, vous voyez, comme ce que j'ai fait là, par exemple. Alors vous leur faites un plan du toit en leur disant voilà, le plan est fait comme ça, on va mettre la parabole à tel endroit, on va passer les câbles par tel endroit, etc. Et puis moyennant ça, on arrive à avoir l'autorisation quand on tombe sur des gens de bonne volonté, quoi. Reste ensuite à bien orienter sa parabole. Tous les satellites sont au sud de la France. Vous allez le voir sur cette carte. Parce que vous voyez que, donc, bien entendu, la France est ici et que tous les satellites sont en orbite géostationnaire à la verticale de l'équateur et à une altitude de 36 000 km. Donc vous voyez qu'en fait, sur les satellites qu'on peut recevoir en France, le plus à l'est se situe ici, quasiment en plein milieu de l'océan Indien. Et le plus à l'ouest se situe ici, disons à peu près à la verticale de la Guyane. Le monde arabe en direct, c'est sur un des satellites qu'on vient de voir sur la carte. Et vous vous en doutez, il intéresse particulièrement les populations immigrées. Grâce à lui, elles reçoivent les chaînes du Maghreb et du Moyen-Orient. Vous voulez quoi, je suppose, les chaînes du Maghreb? Oui, les chaînes du Maghreb, c'est-à-dire la télévision. Le toit de votre immeuble, il est comment? Je peux rien dire, j'ai jamais été au toit. J'ai jamais été au toit. Alors voilà ce qui préoccupe un certain nombre d'immigrés en France. Vous voyez qu'on reçoit la télévision algérienne, et dans d'excellentes conditions. Le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. Alors avec une antenne à 3500 francs, vous ne captez qu'un seul satellite. Il faut choisir lequel au moment de son installation. Pour avoir accès aux autres, il existe du matériel plus sophistiqué, mais évidemment plus coûteux. 12 000 francs pour cette antenne dotée d'un moteur électrique et pour un accès à près de 150 chaînes.
Là, l'antenne est en train de tourner sur le toit et s'oriente sur le satellite qui est juste à côté, mais c'est automatique, c'est programmé une fois pour toutes et après on n'y touche plus. Bon, là, c'est un satellite turc. Donc les Turcs ont leur satellite maintenant. Pour l'instant, il n'y a que 2 chaînes qu'on puisse recevoir en France. Ça, c'est une chaîne mexicaine, bon, qui est à destination de l'Espagne, bien sûr. Voilà, TV3 Danemark. Ça a la particularité d'être en anglais et sous-titré en danois. Bon, là, le satellite Astra, un des plus connus. Car Astra est le satellite sur lequel la majorité des téléspectateurs européens ont braqué leur antenne. La société luxembourgeoise propose 64 chaînes, essentiellement anglaises, allemandes ou espagnoles. En tout, nous touchons aujourd'hui quelques 56 millions de foyers européens, des foyers qui se sont équipés de leur propre antenne parabolique individuelle ou qui ont accès à un système de réception collective, donc une antenne un peu plus importante qui est braquée sur la position orbitale d'Astra. Voici le centre de contrôle de Betzdorf, dispositif de sécurité très strict à l'entrée de cet ancien château du Grand-Duc du Luxembourg. On assure ici la bonne marche des satellites qu'il faut très souvent repositionner sur leur orbite idéale en raison de l'attraction terrestre et des vents solaires. Alors, depuis cette salle, nous maintenons le contrôle 24 heures sur 24 des satellites en orbite. Parce que même à cette altitude, vous avez des forces d'attraction terrestre qui subsistent. Les satellites Astra à 19,2 degrés est, qui est pratiquement au-dessus du pays du Zaïre, sont par exemple attirés par la masse des montagnes du Himalaya. Donc, ils ont un drift vers l'est qu'il faut compenser. Et pour contrer à cette dérive, ils sont équipés de propulseurs qui peuvent être activés à partir de cette salle et qui permettent de repositionner les satellites. Cette technologie de haut vol semble toutefois moins fasciner les Français que leurs voisins européens. Le produit satellite a du mal à percer dans l'Hexagone. On recense dans la seule Allemagne 6,5 millions de foyers équipés d'une parabole. C'est tout simplement 10 fois plus qu'en France. Dix fois plus de paraboles en Allemagne, 10 fois plus de câblés aussi en Allemagne, 14 millions de foyers câblés, 1 400 000 seulement en France, 10 fois plus et pourtant les programmes du câble ont commencé au même moment. Renaud Delabaume, comment expliquer cet important retard français? C'est très simple, en Allemagne il y avait un seul opérateur, la Bundespost. Une seule personne a tout décidé du début à la fin. Il n'y avait personne pour interférer. Donc ça a été très bien construit, de manière assez autoritaire, il faut le dire. En France, ils ont câblé en masse. Ils ont câblé en masse. En France, c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé. Tous les gouvernements successifs ont voulu s'en occuper. Ils ont tous estimé que le prédécesseur avait fait était mauvais. Toutes les communes ont voulu s'y intéresser. Tous les opérateurs privés ont voulu s'y intéresser aussi, et tous de manière différente. Résultat, aujourd'hui, il y a des rues câblées d'un côté et pas de l'autre. Tout le monde s'est marché sur les pieds. Tout le monde s'est marché sur les pieds. Et puis les programmes, parce qu'il faut mettre des programmes aussi sur le câble. C'est surtout ça, c'est qu'en Allemagne, quand il y avait des programmes, on les mettait obligatoirement sur le câble. En France, on a fait des nouveaux programmes, des nouvelles chaînes comme Canal+, et on les mettait partout sauf sur le câble. Donc le câble est resté très pauvre. C'est ça, imaginons Canal+, si on avait dit il faut avoir le câble pour avoir Canal+, ça se serait peut-être développé de manière beaucoup plus vite, beaucoup plus En spectaculaire. Allemagne, on interdisait une chaîne si on ne la mettait pas sur la câble, donc c'était un moyen d'incitation très fort. Alors, aujourd'hui, on va un petit peu oublier là, un instant notre téléviseur, parce que le téléviseur, c'est vrai que c'est un outil fantastique pour accéder à ces informations, à ces programmes, à ces services, mais ce n'est pas le seul. Vous allez voir tout à l'heure, il y a aussi l'ordinateur. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette révolution, c'est qu'il y a un autre outil, c'est le téléphone. C'est un exemple très concret parce que le prix des communications va baisser de manière spectaculaire. Alors, avec le téléphone, mais avec beaucoup d'autres types de communication et de moyens de communication. Mais prenons l'exemple du téléphone. François Ducroux nous retrace une formidable aventure et nous aide à comprendre ce qui va se passer demain. Demain, au moment où le monopole va tomber, c'est-à-dire que ce sera ouvert à la concurrence. On pourra passer par d'autres opérateurs que France Télécom pour téléphoner. Regardez. Mademoiselle, s'il vous plaît. Je voudrais le 22 à Asnières. Qu'est-ce que vous voulez? 1955, le 22 à Asnières de Fernand Reynaud fait rire toute la France, et pourtant, il n'y a pas de quoi rire. Pour téléphoner, il faut passer par ces opératrices débordées qui vous connectent manuellement, et une fois sur deux, ça ne marche pas. Le réseau, dévasté par la guerre, n'a pas été rénové. 2 millions de Français seulement ont le téléphone, à peine un foyer sur 10. Pour les gouvernements, la priorité est ailleurs, refaire les routes, les logements, l'électricité.
Techniquement, les PTT sont pourtant à la page. À Pleumeur-Baudou, dans le Finistère, le général de Gaulle inaugure dès 1962 la première station satellite. Il va de soi que ces rapports directs, constants, établis entre les continents et pour les rapports entre les hommes, pour leur compréhension réciproque, pour leur amitié, quelque chose qui sera probablement décisif. De renouveler votre appel ultérieurement. Ici l'interurbain automatique. La direction... Au-delà des grands discours, au milieu des années 60, la France est la lanterne rouge de l'Europe. Une ligne pour 700 habitants, moins qu'en Espagne ou en Grèce. Le réseau est saturé, il faut parfois des heures pour obtenir son correspondant. Terminé, personne, je coupe. Un catastrophe. J'ai passé une journée entière pour téléphoner, c'est un catastrophe. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui répond. En 1970, il faut encore 4 ans d'attente pour se faire installer une ligne. Non seulement le téléphone français a 20 ans de retard, mais en plus il est très cher. Le raccordement coûte 600 francs, l'équivalent de 2000 francs aujourd'hui. Chez les consommateurs, la colère gronde. De notre point de vue d'usager, nous trouvons très anormal de payer cher un service médiocre. Nous trouvons choquant de payer 20 fois plus qu'en Amérique la taxe de raccordement. Tout le monde a le droit de communiquer facilement et pour bon marché dans un pays moderne. Un sous-développement qui handicape aussi l'industrie. Sans téléphone, les entreprises marchent au ralenti. Un manque à gagner estimé à 6 milliards de francs par an. Ça ne pouvait plus durer. En 1975, le gouvernement décide enfin de réagir. Priorité absolue au développement du téléphone. Objectif, doubler le nombre de lignes en 10 ans. Valéry Giscard d'Estaing avait gardé la nouvelle pour ce centenaire, donc, une manifestation qui était aussi pour lui l'occasion de fêter le 10 millionième abonné au téléphone. La généralisation de l'usage du téléphone et des techniques nouvelles de télécommunication. Le président Giscard d'Estaing met le paquet. Le téléphone devient le premier poste d'équipement en France, loin devant les routes. Résultat, dès 1983, François Mitterrand accueille à l'Élysée le 20 millionième abonné. Les travaux vont très vite. En 85, il n'y a plus assez de numéros pour accueillir de nouveaux abonnés. En une nuit, on va donc mettre en place la nouvelle numérotation à 8 chiffres. Alors n'oubliez pas, la nouvelle numérotation c'est pour le 25 octobre à 23h. Un véritable miracle. En quelques années, la quasi-totalité des foyers va être raccordée. Il y a aujourd'hui 32 millions d'abonnés, 10 fois plus qu'en 1970. Le téléphone français est devenu l'un des plus modernes au monde. Son plus beau fleuron, c'est le Minitel, un outil sans équivalent à l'étranger. Voilà. Le film que monsieur veut voir ne se joue pas à moins de 40 km. Rien que ça. Bon, je vais regarder à quelle heure est la dernière séance. Votre Minitel, il ne demande qu'à vous rendre service. Et voici les nouvelles agences France Télécom. Il y a 4 ans, elles ont rénové leur façade au moment de la séparation des postes et des télécoms. Le téléphone, c'est aujourd'hui une très bonne affaire. Il rapporte 15 milliards par an à l'État, actionnaire à 100%. Dans les agences New Look, on ne dit plus usagers mais clients. Les employés ont une formation commerciale et même des objectifs de vente. Démonstration. Aussi des mémoires. Et il n'y a pas encore plus simple que ça. Après, c'est le petit. Vous savez, pour la différence de prix, il y a 150 francs. Vous avez des mémoires en plus, un haut-parleur. Les affaires sont les affaires. C'est le gros à 400 francs qu'il faut vendre. Dans le commerce, on trouve l'équivalent 10 à 20% moins cher. Le temps du 22 à Asnières, c'est donc bien fini. L'ouverture d'une ligne qui prenait 4 ans en 1970 s'obtient aujourd'hui en 48 heures. Nous sommes au central du 15e arrondissement à Paris. Votre ligne, c'est ce fil qu'il suffit de brancher sur la fiche correspondant à votre numéro. L'opération prend 2 minutes. Bon, tu vas 41, 5, 33. Votre ligne est ensuite reliée à des commutateurs, ces armoires électroniques qui orientent les appels vers les correspondants. Un travail qui mobilisait autrefois 700 opératrices. Il ne vous reste plus qu'à attendre les techniciens qui vont venir chez vous si votre installation est ancienne. Il leur suffit de rebrancher un fil dans le boîtier de votre immeuble. C'est bon, on va aller voir chez lui. Vas-y, entrez. Puis ils vont tirer un câble jusque chez vous, ou si la ligne existe déjà, vérifier qu'elle fonctionne bien. Prix de l'ouverture de ligne, 300 francs. À francs égal, c'est 7 fois moins cher qu'il y a 20 ans. C'est pour faire un essai pour un nouvel abonné. Oui, t'as le numéro là ?
La facture moyenne d'un abonné est de 300 francs tous les 2 mois. Les 2 tiers servent à amortir le matériel et à payer le personnel. 300 francs, c'est encore cher. Au classement européen des meilleurs tarifs, la France n'arrive qu'à la 8e place. Bon. Le prix du téléphone, ça se négocie comme les tarifs aériens. Voici la tour de contrôle, le centre de supervision internationale de Bagnolet près de Paris. Toutes ces lignes qui partent dans le monde entier n'appartiennent pas forcément à France Télécom. L'opérateur français passe des accords avec des compagnies étrangères pour emprunter leur réseau, exactement comme dans une compagnie aérienne. Je viens de t'envoyer un papier pour supprimer les destinations qu'on a créées sur les Pays-Bas suite aux inondations. Exemple, lors des inondations aux Pays-Bas, ces techniciens ont dû trouver des itinéraires de délestage. L'objectif, c'est d'éviter la saturation des lignes. Ça, c'est la courbe des appels sur l'étranger. Heure de pointe, 10h et 15h. À ces heures-là, on vous fait payer plus cher pour éviter les encombrements. Vous l'avez compris, c'est donc France Télécom qui fixe seul le prix et l'itinéraire de votre appel. Mais attention, depuis 3 ans, France Télécom n'est plus en situation de monopole sur les communications à l'étranger. Pour appeler New York ou Hong Kong, vous pouvez en toute légalité passer directement par d'autres opérateurs, américains par exemple. Des coups de fil à moitié prix, c'est possible grâce aux sociétés de callback, c'est leur nom, qui vous font économiser entre 30 et 70% sur vos communications hors de France. Le principe est simple, vous appelez un centre serveur aux États-Unis. Dès que vous entendez ce bip, vous raccrochez. 10 secondes plus tard, l'ordinateur vous rappelle. Vous pouvez maintenant faire le numéro de votre choix, appeler dans le monde entier au tarif américain, comme si vous étiez aux États-Unis. Exemple, pour 5 minutes d'appel à Washington, vous en aurez pour 5 francs contre 30 francs normalement. Une concurrence qui a obligé France Télécom à réagir. Cette semaine encore, les tarifs sur l'étranger ont baissé pour la 3e fois consécutive. Mais France Télécom s'est rattrapé sur le prix des communications locales. Un coup de fil de 10 minutes à votre voisin vous coûtait 1 franc 46. Il vous coûte désormais 2 francs 19. Là, pas de problème de concurrence. Du moins, pas encore, car au ministère de l'Industrie, on prépare la libéralisation totale du marché d'ici le 1er janvier 98. Lui, c'est l'arbitre Bruno Lasserre. Il fixera les règles du jeu. Il est sûr qu'à partir du 1er janvier 1998, oui, il sera possible à d'autres opérateurs que France Télécom de fournir du téléphone en France. La tendance, oui, sera à la baisse des prix. Il est clair que la concurrence crée une émulation, crée une diversification tarifaire, crée une stimulation du marché qui, en général, est favorable aux consommateurs. En Grande-Bretagne, la concurrence est ouverte depuis 10 ans déjà. Les Anglais ont parfois l'embarras du choix entre 2 cabines téléphoniques, celle de British Telecom, l'ancien monopole privatisé, ou Mercury, le concurrent venu des États-Unis. Une concurrence qui a fait baisser les tarifs de 30%, mais pour le Challenger, c'est très difficile. British Telecom conserve 9 abonnés sur 10. Car c'est elle qui possède le réseau de câbles téléphoniques à travers le pays. Mercury est obligé d'y louer un droit de passage pour ses abonnés. Mais depuis 3 ans, de nouveaux concurrents redoutables ont fait leur apparition, les câblo-opérateurs télé. Leurs câbles sont déjà chez les particuliers. Aujourd'hui, on y fait aussi passer du téléphone et ça démarre très fort. Bientôt 1 million d'abonnés. Qui seront demain les opérateurs privés en France? En fait, l'ennemi est déjà dans les murs. C'est à la défense qu'attendent dans l'ombre les concurrents de France Télécom. British Telecom, bonjour. Ici, par exemple, 500 personnes travaillent pour British Telecom, l'opérateur britannique. Il a déjà 300 clients, des grandes entreprises, car sur ce marché-là aussi, comme pour les communications à l'étranger, le monopole est déjà tombé. Quel est votre objectif pour l'année 95 Comme ça. Les opérateurs privés grignotent 5% du marché. Dans 3 ans, ils pourront offrir leurs services à tous les Français. Pour faire du téléphone, pas besoin d'être un géant. À Roubaix, un petit opérateur fait lui aussi concurrence à France Télécom. Eurotéléport, une société indépendante, implantée ici il y a 6 mois. Son président, Jean-Pierre Machard. Un investissement minime et une quinzaine d'employés, il a déjà conquis 10% du marché, des entreprises auxquelles il fournit des réseaux internes et des communications internationales. Parmi ses clients, il a même la mairie de Roubaix. Combien de lignes arrivent ici? Disons quelques centaines. Et donc vous, ce que vous leur permettez à ces lignes, c'est de s'interconnecter? On leur permet de s'interconnecter, donc on gère une partie de ce qu'on appelle la commutation et on gère le transit de ces informations vers l'extérieur.
Et ça se fait à partir d'un petit autocom, un petit standard téléphonique, extrêmement simple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une machine comme ça qui coûte maintenant, je ne vais pas dire 3 fois rien, mais ça vaut 150 à 200 000 francs. Eh bien, cette machine-là peut gérer plusieurs milliers de communications téléphoniques et ça occupe aujourd'hui, vous voyez le volume que ça occupe, il y a 10 ans, il fallait une surface de 200 mètres carrés pour faire la même chose. Les lignes des clients sont ensuite reliées à ces grosses antennes satellites. Eurotéléport fait jouer la concurrence entre les opérateurs internationaux. Il obtient sur l'étranger des tarifs 2 fois moins chers que ceux de France Télécom. Ce sont des équipements qui permettent de monter de l'information vers les satellites. Donc ce sont des équipements relativement puissants, avec des émetteurs très puissants, qui montent sur le satellite et de là, le signal est réenvoyé sur la totalité de la planète. Mais le fin du fin, le voici. Jean-Pierre Machard va profiter des lignes du tramway pour poser des câbles téléphoniques qui demain pourront alimenter les particuliers. Donc là, vous voyez l'ensemble des fourreaux qui ont été posés sur l'ensemble des infrastructures du tramway et du métro, qui nous permettent donc de construire notre réseau en fibre optique qui va innerver progressivement toute la métropole. Alors vous voyez, pourquoi ça coûte pas cher, nos réseaux? C'est parce qu'on anticipe et on profite des grands travaux de génie civil pour installer nos infrastructures et après on n'a plus qu'à tirer nos câbles, donc on n'a plus de dépenses à faire. Actuellement, on dit que les télécommunications en France sont beaucoup trop chères par rapport à ce qu'elles coûtent vraiment. Par rapport à ce qu'elles coûtent, je ne sais pas, elles sont trop chères par rapport au prix du marché international, ça c'est évident. Une liaison entre Paris et Lille nous coûte à nous aujourd'hui 900 000 francs par an, alors qu'on paye 300 000 francs par an pour la même liaison vers les États-Unis. On paye 3 fois moins cher pour faire 5000 km par rapport à 200 km en France. Donc c'est effectivement beaucoup trop cher. Donc pour l'abonné de base en France, il pourrait payer combien de moins sur ces télécommunications? On peut penser que les prix vont baisser dans un rapport de 1 à 2 à 3 dans les 3 à 5 ans qui viennent. En utilisant le téléport plutôt que France Télécom, la mairie de Roubaix économise 500 000 francs par an sur sa facture de téléphone et brise un tabou. C'est la première fois en France qu'une collectivité locale se passe du service public. Dans la mesure où l'Eurotéléport est en quelque sorte un village Astérix sur tout le territoire, on profite du village Astérix. Et les Romains que sont France Télécom n'ont pas les moyens de vous faire des misères? Ils n'ont pas encore trouvé la potion magique alors pour nous faire un tarif préférentiel. Ils ne se sont pas battus là-dessus? Le tarif il est national, il n'est pas local. Pour l'instant, ils n'ont pas pu s'adapter à la situation locale. Ils n'ont pas pu vous faire une offre plus intéressante? Ils l'ont pas faite en tout cas. Et pour finir, voici le cauchemar de France Télécom. Aux États-Unis, l'ancien monopole AT&T affronte une vingtaine de concurrents à coups de publicité comparative. Regardez ce que vous risquez bientôt de voir en France. Presque $1 milliard, c'est ce qu'ont économisé au total les Américains qui ont abandonné AT&T pour s'abonner chez nous. Publicité signée MCI, le challenger numéro 1. Et voici maintenant la réponse d'AT&T. Beaucoup de gens commencent à revenir chez nous parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du service des concurrents. Alors, revenez-vous aussi, vous aurez droit à une réduction. Nous sommes prêts à tout pour vous voir revenir. We want you back. Call 1-800-222-0400. Voilà, des mains des pubs pour téléphoner avec telle ou telle compagnie, une concurrence qui va être terrible. À noter que pour les challengers, ce n'est pas facile de se faire une place sur le marché. La compagnie anglaise Mercury souffre terriblement. Elle a mis des cabines, elle est obligée d'en enlever maintenant. Mais enfin, le résultat est là, les prix baissent. Regardez les prix en Angleterre où le marché est déréglementé. Pour un coup de téléphone de 4 minutes, 1 franc 20 dans la même ville, 3 francs 20 de ville à ville, 12 francs 80 aux États-Unis. En France, il y a encore d'une certaine façon un monopole sur les lignes privées. Eh bien, les prix sont plus chers. 1 franc 46 sur le local, 9 francs 49 de ville à ville sur l'interurbain, 23 francs 40 aux États-Unis. Il faut noter que l'Allemagne est pratiquement dans les mêmes prix. Là aussi, le marché n'est pas ouvert à la concurrence. Est-ce que les prix demain vont baisser et jusqu'où vont-ils baisser, Renaud de la Baume? On peut imaginer dans les quelques années à venir que les prix à l'international rejoignent les prix du local. Ah oui, ça fait une sacrée baisse. Oui, appeler New York coûtera le prix d'un appel dans Paris. Alors, on va peut-être revoir ce tableau tout à l'heure, mais ce qu'il faut noter, c'est que France Télécom, sur l'abonnement, est le moins cher d'Europe. Alors, il se rattrape ensuite sur le prix des communications, mais sur l'abonnement, ce sont les moins chers. Demain, on pourra faire passer du téléphone avec le câble. On l'a vu en Angleterre. Vous tirez un câble et il y a le téléphone. En France aussi? En France, on pourrait déjà le faire. On a la même technologie. On a même voulu le faire cette semaine.
tout a été bloqué par le gouvernement. Une expérimentation a été tentée, c'est ça, par les câblo-opérateurs pour faire passer du téléphone. Exact, on devait commencer cette semaine. Ça a été repoussé, retardé, parce qu'on est en période électorale et que on essaye, on ne peut pas casser France Télécom, casser ce monopole comme ça juste avant des élections. C'est quand même très difficile. Enfin, de toute façon, il s'y prépare, il se prépare à cette concurrence. Des communications moins chères, des connexions incroyables avec des services, des quantités d'informations à partir de votre ordinateur, à partir de votre télévision. Capital continue dans un instant après une page de publicité. Des téléphones portables grand public et pas chers, c'est pour demain. Quand les géants de l'informatique inventent votre futur, vous verrez ce qui vous attend. Microsoft domine le monde, les coulisses d'une success story planétaire. Aurore, déjà 5 millions de consommateurs l'ont choisi. Allô, contrôle, ici c'est Ibiza. Je rentre dans une zone désertique. La motorisation groupe Volkswagen fonctionne parfaitement. Je mets la clim. Ok, c'est Ibiza. Avez-vous testé l'ABS et le double circuit hydraulique de freinage? Affirmatif, contrôle. Sécurité optimale. Mais j'aperçois une superbe créature sur le bas-côté. Fait-elle partie du test pour la banquette rabattable de tiers à tiers? Affirmatif. Elle vous remettra 3 valises et 2 planches de surf. Ah bon? Merci, contrôle. Seat Ibiza Salsa à partir de 49 900 francs. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison, un goût raffiné qui charme toujours les invités. Ah, Ferrero Rocher. Magnifique. Excellent. Monsieur, avec Ferrero Rocher, vous nous avez vraiment gâtés. Ferrero Rocher, une expression du bon goût. Un rouge à lèvres qui marie couleur et douceur? Jemai. Voici le nouveau rouge douceur, le rouge à lèvres soin extrême de Jemai. Mes lèvres sont lisses, pleines. Sa formule réparatrice contient des céramides. Rouge douceur de Jemai. Il hydrate parfaitement mes lèvres, les protège. Il libère de la vitamine E. Et cette douceur, quelle sensualité. Rouge douceur de Jemai. Les lèvres les plus rouges sont aussi les plus douces. Rouge douceur soin extrême, une innovation signée Jemai. Allô? Oui, c'est encore moi. J'ai pris la première à droite et maintenant je suis perdu. Pourtant, c'est simple. On est orienté plein nord. Tu peux me passer l'architecte, s'il te plaît? Je te le passe tout de suite. Avec Itinéris de France Télécom, communiquez aussi librement que vous vous déplacez. 2 + 1 gratuit, chic, c'est Croustichaud. En ce moment, avec Croustichaud, 3 fromages dorés pour le prix de 2. Vite, profitez-en. Homéoplasmine est un médicament contre les brûlures légères. Voici Marc et Paul qui tentent de battre le record de longueur de canapé. Julien, Pierre, Luc et Bruno détiennent le nouveau record de l'arraché de jukebox catégorie poids lourd. Anne et François viennent de battre le record de pot en hauteur. Aline et Michel, le record du plus grand nombre de calories au mètre cube. Admirons Claire et Vincent qui pulvérisent actuellement le record de confort. Jusqu'au 30 avril, Fiat vous offre le Fiorino diesel au prix de l'essence à partir de 52 200 francs hors taxe, sans compter l'offre gouvernementale. Chaque jour chez Président, des maîtres beurriers goûtent et sélectionnent les meilleurs crus des crèmes de Normandie pour vous offrir la crème des beurres, le beurre gastronomique Président. Un bon beurre de Normandie au goût de noisette unique auquel nul ne résiste. Beurre Président, il n'y a rien au-dessus de Président. Des champs de Provence est né Monsieur Propre Fraîcheur Lavande. C'est un souffle de fraîcheur, un vent de propreté et de brillant. Et il y a aussi Monsieur Propre Bleu Fraîcheur Cascade, une force vivifiante dans toute la maison. Monsieur Propre, des fraîcheurs de génie qui rendent le brillant plus facile. Aventure et romance sur les toits de Paris dans Les Aristochats, un grand classique de Walt Disney, enfin en vidéo. La nouvelle électricité, en toute simplicité, le grand. Le Grand, parlez-en à votre installateur.
C'est comme nulle part ailleurs, un endroit qui ne ressemble à rien de ce que vous connaissiez déjà. Center Parcs, en Normandie ou en Sologne, vivait à tout moment de l'année le dépaysement d'un incroyable paradis tropical, dans une oasis de verdure. En pleine nature, redécouvrez le sens des mots loisirs, liberté, amitié, confort, et vivez quelques jours de détente tels que vous ne l'imaginiez pas. La brochure est gratuite au 42 18 12 12. Center Parcs, c'est vraiment comme nulle part ailleurs. Quand on a des commandes urgentes à passer, en France ou à l'étranger, les prêt-à-poster de la Poste, c'est pratique. Avec Chronopost, elles seront livrées en express, en temps et en heure. Les prêt-à-poster, il n'y a plus qu'à poster. La Poste, on a tous à y gagner. Calcium, potassium, magnésium. Chaque matin, un grand verre de jus de raisin. Le jus de raisin, le jus qui fait du bien. Eh ben, ça va les dents. Eh oui, la nature, ça donne des forces. C'est vrai qu'ici... Et puis j'ai ça. Tony Gensil, fluor et plantes. Les plantes aussi, c'est nature. Et un brossage régulier avec Colgate Tony Gensil, ça stimule et ça renforce les gencives. Et moi, mes gencives... C'est du béton. Tony Gensil, la force de vos gencives fait la force de vos dents. Bonne maman, c'est toi qu'on aime tant. La carte Aurore pour acheter dans 100 000 magasins. Capitale, suite du voyage dans ce monde du futur dont beaucoup prédisent que nous le vivrons dans les 10 ans à venir. Et pour commencer, cet objet tout simple, le téléphone portable. Depuis quelques mois, le nombre d'abonnés explose. Demain, il sera à la portée de tous, à des prix très bon marché. Explication, François Ducroux. Offensive de charme pour la Saint-Valentin, le constructeur américain Motorola, numéro 1 mondial du téléphone mobile, a lâché ses hôtesses dans Paris. Bonjour monsieur, pour la Saint-Valentin, Motorola vous offre un appel gratuit de 2 minutes pour dire je t'aime à la personne de votre choix. Je t'aime alors, hein? Le but de la mission, c'est de dire que je t'aime. Je t'aime, à ce soir, au revoir. Vous fermez juste. Leur proie préférée, les cadres de plus de 40 ans, 9 usagers sur 10 sont des hommes qui utilisent le mobile à des fins surtout professionnelles. Sur ce marché, tout reste à faire. Un Français sur 100 seulement possède un mobile. C'est 6 fois moins qu'en Angleterre ou en Italie. Salut Yannou, c'est la femme de ta fille. J'espère qu'on est toujours ensemble ce soir et je t'aime. Ciao. Un coup de fil dans la rue, c'est encore hors de prix. 1 minute 3 francs 50 en moyenne, c'est 5 fois plus cher que le téléphone classique. Appeler Paris ou Orléans, c'est aussi cher qu'un coup de fil à Londres ou à New York. À ce tarif, pas de doute, vous allez passer pour un flambeur. Oui, je viens de téléphoner à ma femme qui doit avoir le même pour savoir où aller. Oui. Comme ça, il n'y a pas de problème, on ne se quitte pas. Ah, votre femme a un portable et vous l'appelez? Voilà, le même. Alors, je viens de l'appeler, je lui dis, voilà, je vais au cinéma. Qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je suis au Galerie Lafayette. Très bien. Comme c'est cher, souvent les jeunes disent que ça fait petit péteux. Donc pour les jeunes, je ne crois pas que ce soit un produit qui sera très vendu pour les jeunes. D'abord, je trouve que c'est trop lourd. Et en plus, il y a des cabines téléphoniques à tous les coins de rue. Alors autant en profiter. Et pourtant, le marché du mobile est bel et bien en train d'exploser. De nouveaux abonnés chaque minute en France. À ce rythme, le nombre d'utilisateurs devrait doubler d'ici la fin de l'année. Pour atteindre le million, les opérateurs mettent le paquet sur la publicité. Tout de suite, là, maintenant? Mais il faut d'abord que j'en parle avec les autres. Repasse-moi le standard. D'accord. Ne quitte pas, je te le passe tout de suite. Avec Itinéris de France Télécom, communiquez aussi librement que vous vous déplacez. J'ai eu part de votre appel à mon domicile. Donc, tout à fait. Téléphoner en conduisant, c'est formellement interdit, mais Laurent, conseiller financier, ne peut pas s'en empêcher. Il appelle en moyenne 5 fois par jour sur son téléphone mobile. Un Motorola payé 900 francs en promotion. Alors ça change la vie d'avoir un appareil comme ça, portable? Très pratique, parce que comme je fais beaucoup de voitures, j'ai besoin
de prévenir des clients de mon retard si j'en ai. Je suis contacté aussi dans la journée par des personnes qui travaillent avec moi pour caler des rendez-vous. Donc c'est presque devenu indispensable. Allô? Oui? Très bien. Donc je vous Allô? Allô? Ah voilà, là vous voyez, je passais très bien et puis j'ai fait un pas de trop et je suis coupé. Même dans Paris, il y a encore des zones d'ombre, on peut être coupé même si ce n'est pas très fréquent. Avec en plus une mauvaise surprise. À chaque fois que sa femme l'appelle depuis la maison, elle aussi est facturée 3 francs la minute. Je te rappelle parce qu'il y a... Si elle l'appelle 2 fois par jour, ça fera à l'arrivée 300 francs de plus par mois sur leur facture France Télécom. Sans compter la facture du mobile. L'addition là est plutôt corsée. Elle est envoyée par Hutchison, une des 10 sociétés privées qui gèrent les abonnements. 225 francs d'abonnement mensuel plus 10 minutes d'appel par jour. Total plus de 1000 francs par mois. Et pourtant, Laurent a choisi le moins cher des deux réseaux, le réseau SFR. Avec SFR, on ne peut appeler qu'à partir des villes et des grands axes. Couverture plus faible, prix plus bas. 3 francs la minute si vous appelez de région parisienne. 2 francs 38 depuis la province. L'autre réseau, Itinéris, vous offre une meilleure couverture, mais c'est aussi plus cher. 4 francs la minute depuis Paris, 3 francs 32 depuis la province. Ce qui est cher dans le téléphone mobile, c'est bien le prix des communications. Le prix des appareils, lui, a beaucoup baissé. À l'usine Alcatel de Laval, flashback sur la préhistoire, c'était il y a 3 ans. Donc nous sommes passés à un radiotéléphone qui pesait 3 kilos et qui coûtait 30 000 francs il y a encore 3 ans, à un téléphone portatif, comme celui qu'on produit aujourd'hui, en grand volume, qui en fait pèse aujourd'hui maximum 300 grammes, avec une batterie à haute densité, et un produit que l'on trouve sur le marché maximum à 3 000 francs. Donc en rapport 10, aussi bien en poids qu'en prix. 3 000 francs hors réduction dans le commerce, mais combien ces appareils coûtent-ils exactement à fabriquer? Le secret est bien gardé, de toute façon ils se vendent comme des petits pains. L'usine tourne à plein régime, 3000 téléphones sortent chaque jour de ses chaînes. Alcatel, comme les autres constructeurs, a même du mal à honorer ses commandes. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour le constructeur, c'est une période rêvée, mais qui certes ne va pas durer dans le temps, j'imagine. C'est vrai qu'il y a une pénurie au niveau du marché mondial. Et par exemple, pour Laval, on peut dire que la production du tout premier trimestre est d'ores et déjà vendue. Ces ouvrières contrôlent un par un la qualité d'émission des appareils. Mais dans un téléphone mobile, ce n'est pas la main-d'œuvre qui coûte cher. La pièce la plus précieuse du mobile, c'est cette machine qui la fabrique. Elle soude 40 000 composants à l'heure sur des circuits imprimés. On peut dire ici qu'on a le cerveau du GSM à travers tous ces composants spécifiques. Le logiciel est embarqué dans ces deux petits composants. Donc c'est ça qui vaut la presque totalité du prix d'un téléphone? C'est ça qui fait la presque totalité du prix du téléphone, tout à fait. Oui. Et combien ça coûte? Ça, je peux pas vous le dire. Secret défense, sur ce marché en pleine explosion, la guerre fait rage entre les industriels. Le directeur de l'usine n'aime pas du tout qu'on le questionne sur ses prix de revient. À la fin de cette année, nous aurons une nouvelle génération de produits qui va nécessiter beaucoup moins d'heures de fabrication que la génération actuelle. Et donc un prix de revient moindre? Un prix de revient moindre que par rapport au prix d'aujourd'hui, oui. C'est embêtant de parler du prix de revient? C'est embêtant de parler du prix de revient parce qu'il n'a rien à voir avec le prix marché et c'est quelque chose qui est confidentiel comme vous pouvez bien l'imaginer. Vous voulez dire que le prix que moi je paye mon mobile n'a rien à voir avec le prix qui vous coûte à fabriquer? Il n'a rien à voir, ça dépend essentiellement des fonctionnalités qu'on vous vend. Et ça dépend également de la politique de prix de nos grands distributeurs. Enfin, on sait que ça revient à peu près entre 500 et 1000 francs à construire un téléphone mobile. Vous prêchez de faux pour savoir le vrai, et je peux vous dire que c'est faux. C'est plus? Je ne vous dirai pas, ça dépend du modèle, c'est plus. Bien embarrassé, une chose est sûre, chez les distributeurs, les prix sont cassés. En ce moment, on vous offre des remises de 1500 à 2000 francs sur l'achat d'un appareil, preuve qu'il y a de la marge. Pas facile de s'y retrouver dans la jungle des étiquettes. Exemple chez Carrefour, les portatifs sont vendus entre 1000 et 3000 francs. Ce qui fait la différence, c'est d'abord la miniaturisation. Plus c'est petit, plus c'est cher. Et ensuite la qualité d'écoute. En ce moment, tous les revendeurs vous offrent une remise de 1500 francs sur l'appareil, mais il y a une condition. Alors si on vous vend un appareil avec son abonnement,
on vous déduit 1500 francs de remise sur l'appareil. Mais comment vous pouvez faire ça? Ça, c'est après, avec le réseau SFR ou Itinéris, c'est eux qui nous font le remboursement ensuite. SFR et Itinéris sont prêts à tout pour faire vendre leurs abonnements. Ce cadeau de 1500 francs, c'est pour eux un investissement qui va rapporter très gros. Voilà votre abonnement. Vous n'avez qu'à glisser votre carte dans l'appareil. Vous le mettez en service. Vous rentrez votre code confidentiel et vous pouvez l'utiliser tout de suite. Et voilà, la machine à dépenser est prête. Ne vous laissez pas abuser par les promotions car à l'usage, ce petit joujou va vous coûter autour de 10 000 francs par an en communication. Pourquoi les communications coûtent-elles si cher? C'est parce qu'il faut équiper le pays en relais. Nous sommes sur le toit d'un immeuble en banlieue parisienne. Pour couvrir un rayon de 800 mètres, il faut 10 antennes qui vont capter le signal émis par votre téléphone. Il part de cette antenne pour aller dans la grande antenne que vous voyez derrière et ensuite à l'aide de fils, il part sur notre réseau pour être connecté ensuite au réseau public téléphonique et pour atteindre mon correspondant. Le marché français est en retard parce que le français, c'est la sociologie française, met toujours du temps à s'habituer à de nouveaux services, à de nouveaux équipements électroniques. Mais quand il s'y met vite. Il rattrape son retard. Et nous installons ces relais pour justement pouvoir répondre à la croissance de ce marché quand celui-ci décollera vraiment. Pour l'instant, il frémit. Allô ? C'est ta maman. C'est un mouvement qui est absolument gigantesque, qui est un raz-de-marée qui ira jusqu'à l'an 2000. Ça ira vers la baisse, c'est-à-dire qu'il y aura des tarifs adéquats pour des gens qui s'en servent moins qu'un professionnel, peut-être à des heures qui ne sont pas chargées, et vous pourrez peut-être avoir, même l'an prochain, pour 200 ou 300 francs par mois, la possibilité d'utiliser un téléphone résidentiel. 300 francs par mois, ça fait une baisse de 60%. On attend 7 millions d'utilisateurs d'ici 5 ans. Chez Alcatel, on met la dernière touche au nouveau modèle que vous découvrirez en septembre. Après 6 mois d'existence, le modèle actuel est déjà une antiquité. Il faut faire plus léger, plus gai et plus simple. Objectif, en vendre 1 million par an. Tu vérifies quand même avec les commerciaux aussi. On peut penser demain à des petits-enfants qui, sur le chemin de l'école, auront un poste GSM dans la poche, peut-être de cette couleur-là, avec simplement 3 touches. Papa, son bureau, maman, domicile, et puis s'il y a un problème très grave, le médecin de la famille. On peut penser à ça, et on peut penser aussi que les opérateurs réfléchissent à ce sujet pour donner des abonnements très accessibles pour les enfants, lorsque le GSM sera un outil de sécurité. En attendant la baisse des prix, voici la formule la plus économique, le Bebop, 300 francs par mois en moyenne. Révolutionnaire à sa sortie, il a aujourd'hui du mal à suivre, on ne peut s'en servir qu'à Paris, Lille et Strasbourg et vous pouvez difficilement être appelé. D'interroger le serveur vocal pour pouvoir avoir des renseignements sur le cinéma, savoir à quelle salle on pourrait aller pour voir un film. Voilà. De toute façon, j'entendais rien, donc c'est pas très grave. S'il ne marche pas partout, le Bebop reste pour l'instant le seul mobile abordable pour le grand public. En attendant l'an prochain, une révolution annoncée, l'arrivée du 3e réseau de Bouygues, un réseau numérique haute fréquence, un téléphone bon marché qu'on pourra utiliser dans la rue comme chez soi. L'objectif, c'est ni plus ni moins que de remplacer notre bon vieux téléphone classique. Il s'agit d'une véritable révolution. Alain Bernard, qu'est-ce qui explique que demain, avec un téléphone portable comme ça, on pourra se balader comme avec un stylo dans la poche et téléphoner aussi facilement qu'avec aujourd'hui un téléphone chez soi, et que ce téléphone-là va concurrencer le téléphone à fil qu'on a chez soi, va même peut-être le mettre au rayon des vétustés? D'abord, première chose, pourquoi c'est possible? C'est possible pour 2 raisons. D'abord parce qu'on a des fréquences maintenant qui commencent à se libérer. Et deuxièmement, parce qu'on a la technologie. Alors, dans le domaine des fréquences, qui était jusqu'à présent complètement gelé par des organismes publics qui étaient la défense, la radiodiffusion, on assiste à une sorte de réforme agraire, et ces fréquences sont en train de revenir dans l'univers commercial, c'est-à-dire qu'on va bientôt pouvoir acheter des fréquences
Et elle se libère peu à peu, comme la Terre s'est libérée à partir du moment où on a pu l'acheter. C'est ça, il n'y a plus de monopole des armées, de l'État, de télévision. Il y en a encore un peu, mais disons qu'il se restreint et qu'ils vont peu à peu être obligés de payer, donc les libérer. C'est ça, alors on voit des antennes qui se mettent sur les toits, des paraboles, etc. On l'a vu dans le reportage. Et ça coûte moins cher que le fil, le bon vieux fil du téléphone. C'est plus facile à faire, du téléphone comme ça? Beaucoup moins cher, en fait, pratiquement dans un rapport 10. 10 fois moins cher. 10 fois moins cher. C'est-à-dire que quand vous allez dans un pays neuf, où vous voyez des trottoirs défoncés, des fils qui pendouillent partout, vous vous rendez compte, par exemple en Argentine, que c'est un travail gigantesque de refaire tous les trottoirs, de mettre des conduites en dessous, comme toutes celles que vous avez montrées, pour passer des câbles. Alors que mettre quelques antennes, comme celle que Richard Lalande de la SFR vient de montrer, au sommet des gratte-ciel, c'est très simple. Et là-bas, tout le monde a un portable. Je crois que l'Amérique latine, c'est le premier marché mondial du téléphone portable. Disons qu'il faut quelques jours pour avoir un portable et 6 mois pour avoir une ligne téléphonique. Vous dites dans votre livre, Berthelus et Labaume, que le téléphone sera pratiquement gratuit à terme. À terme, ça va devenir pratiquement gratuit parce que, de toute façon, aujourd'hui, on sait faire passer un film sur une ligne téléphonique. Un film, c'est un encombrement maximum. Alors, une conversation téléphonique, ça ne coûte plus rien. Je veux dire, on ne saura même pas taxer ça, facturer ça. Oui, je suis peut-être moins optimiste que vous, parce que c'est vrai qu'on peut faire passer beaucoup de choses sur le téléphone, que les modems se sont développés, qu'on pourra mettre de la fibre optique et qu'il y a des fréquences qui se libèrent. Mais je pense que la tendance naturelle, quand un prix baisse comme ça va être de vous mettre une petite taxe pour éviter de déstabiliser le marché. C'est un peu ce qui s'est passé sur l'essence et on ne vous laisse pas rouler avec de l'essence à 10 centimes ou 30 centimes. Petite, pas si petite que ça. Bon. Alors dans un monde où les communications, c'est une certitude, seront malgré tout moins chères, malgré les taxes, de moins en moins chères, la révolution qu'on nous annonce consiste à dire vous allez être connecté à énormément d'informations. Alors on l'a vu, le portable, vous pouvez appeler qui vous voulez, quand vous voulez, mais ça dépasse largement le cadre du téléphone ou de la télévision. On a vu la télévision dans la première partie de cette émission. Et un homme est en train d'imaginer notre futur. Il s'appelle Monsieur Bill Gates, il a créé une société absolument incroyable, vous la découvrirez tout à l'heure, c'est Microsoft, et il a fabriqué une fiction pour nous permettre de comprendre très concrètement ce que nous allons vivre dans les 10 ans à venir. Regardez cette fiction. Mr. Blackwood just wants to talk to you. That's it. Voilà, alors c'est un véritable polar, c'est comme une série sur M6. Quelqu'un qui a l'air assez mal en point et qui va essayer de s'échapper. C'est le début de notre histoire. Now you're gonna keep this to yourself, aren't you? Merchant Marine got whacked last night down at the docks. Victim's name, Alejandro. Et voilà, demain, on peut imaginer que les policiers seront directement connectés de leur voiture avec le commissariat central. Dans une maison à quelques kilomètres de là, une famille américaine. Et sur l'ordinateur, on peut recevoir la télévision. On peut aussi préparer un exposé. Ce jeune Américain a accès à des tas d'informations, une véritable banque de données. Il cherche là un masque Maya. On peut le trouver à l'école des Beaux-Arts, c'est ce que lui dit son ordinateur. On y va donc. Et là, dans cette école des Beaux-Arts, on se retrouve dans une sorte de musée universel parce que vous avez des écrans muraux avec les tableaux. Ce ne sont pas les vrais tableaux, ce sont des reproductions de tous les tableaux qui existent dans le monde entier. Et vous pouvez choisir celui que vous voulez. It's all part of a collection of hundreds. That's wonderful. All authorized reproductions, of course. We can print any of them right here or download anything in the collection to your wall display at home. Well, actually, I'm not the one doing the shopping today. It's my son. Jackson? That'll be it? Yeah, thanks. Alors Jackson va acheter ce masque et il va le payer par électronique. Plus besoin de billets. C'est comme une carte à puce. Une carte à puce qui gérerait votre compte en temps réel et qui transfère directement l'argent par onde magnétique. Alors pendant ce temps-là, le polar rebondit parce qu'on se rend compte que dans ce masque, il y a de l'or. Il est furieux que ça a été vendu, alors il va essayer de récupérer le masque à la sortie de l'école, où Jackson ne se doute évidemment de rien.
Et alors là, Jackson s'est fait renverser. What you got, Daniel? Hey, Dixie. Male pedestrian, 15 to 16, hit by a car. He's unconscious. Pupils look, make that semi-conscious. Et alors ce qui se passe, c'est qu'ici, pendant qu'il est dans l'ambulance, tout est connecté à l'hôpital où on est en train de préparer l'opération qu'il va subir. Il donne son numéro de téléphone. À l'hôpital, il y a un ordinateur qui peut retrouver son nom. C'est comme un Minitel à l'envers. Et on va lui faire une radio, une échographie, dans l'ambulance, qui est directement connectée à l'hôpital. Dixie, there's a posterior displacement of the distal fragment left clavicle. Alors vous imaginez les gains de temps, mais surtout l'enquête continue, il est à l'hôpital. Et il va mettre les policiers sur la trace de M. Blackwood. Tell them. Hi, Becca McGowan, Stu Ryan, Seattle PD. You're the Yes. You mind if I record this? No. Et alors là, regardez comment le policier va enregistrer la déposition de M. Blackwood. C'est un ordinateur à reconnaissance vocale. Now, these pre-Columbian pieces, Mr. Blackwood, where are these made? Most of mine are made in Peru. In Peru? Plus besoin d'écrire. Tout s'inscrit automatiquement au fur et à mesure que M. Blackwood parle. Et ça, c'est pour demain. Fin de l'interrogatoire, les policiers sont sur la piste et Blackwood se dit qu'il faut absolument qu'il récupère ce masque qui contient de l'or, un trafic d'or, une sombre histoire de trafic d'or, et il va pénétrer dans la maison en pleine nuit. Alarme électronique. Stop. Just stop. I don't want to hurt you. Jackson! Now, wait a second. Et voilà l'auteur de cette fiction, Bill Gates. What kind of ending was that? I mean, I think in the future, with something like this, you ought to be able to choose the ending. So I ought to be able to take my little wallet PC here and say that I'd really like to see the alternate ending. Stop. Just stop. I don't want to hurt you. No, you stop. I'm afraid this is where I'll have to draw the line, my dear. I'll take that. Alors il est quand même très très fort ce Bill Gates, mais ça pour le coup ça nous semble quand même très très loin de ce que nous allons vivre. Renaud de la Baume, Jean-Jérôme Berthelus, ça paraît hallucinant tous ces objets, tous ces ordinateurs connectés. C'est vrai que le reportage qu'on vient de voir est extraordinaire, mais en même temps... C'est une fiction, hein, c'est une fiction. Toutes ces technologies existent d'ores et déjà. Hein. Il faut qu'elles trouvent leur marché, mais toutes ces technologies sont prêtes à débarquer chez nous. Ça, c'est clair. Il faut qu'on soit prêt à en payer le prix maintenant. Voilà, il faut qu'on soit prêt à en payer le prix. Alors, expliquez-nous l'ambulance, là. On va revoir la scène de l'ambulance. Comment ça marche? L'ambulance, c'est assez simple. Hein. C'est un micro-ordinateur, effectivement, un micro-ordinateur déjà des nouvelles générations, assez intelligent, qui est relié à un satellite, à un canal de satellite, et l'hôpital est lui-même relié à satellite, et donc a loué un canal sur le satellite pour être relié à toutes ces ambulances. Alors là, effectivement, c'est une fiction, vous le soulignez. En France, la marine utilise ça pour ses navires de guerre, hein, ils envoient comme ça des clichés radiologiques. Alors vous l'avez sans doute compris, il y a un objet qu'on va de plus en plus utiliser demain, c'est l'ordinateur. Alors on va faire une petite démonstration. L'ordinateur, aujourd'hui, très peu de gens en ont. On est à peu près 11% à en avoir. La télé, tout le monde l'a pratiquement, 96%, 60% de magnétoscope, 19% des Français ont un Minitel et 11% ont un ordinateur. C'est 3 fois moins qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, un foyer sur 3 pratiquement. Et d'ailleurs, l'année dernière, on a vendu plus de micro-ordinateurs aux États-Unis que de voitures. Alors, l'ordinateur, aujourd'hui, on peut faire de plus en plus de choses avec. Vous avez là ce qu'on appelle un lecteur de CD-ROM, c'est-à-dire qu'on pourrait presque mettre même un disque compact pour écouter de la musique sur son ordinateur. Le son ne serait pas forcément excellent, mais il est pas mal. Et on peut mettre des disques compacts, on peut mettre ça aussi. Ça ressemble à un disque compact et c'est ce qu'on appelle un programme de CD-ROM, un programme interactif. Là, par exemple, vous avez un dessin animé pour enfants éducatif. C'est la fable du lièvre et de la tortue.
Alors la définition est extraordinaire des images, c'est absolument merveilleux comme conte. Voilà, et alors ce qui est étonnant, c'est qu'une fois que l'histoire est finie, vous pouvez décider de la faire vivre comme vous voulez. Par exemple, vous voulez voir ce qui se passe sur cette boîte aux lettres. Alors je suis pas très adroit parce que je suis nul en ordinateur. Voilà, ça y est. On met la souris, ce qu'on appelle la souris, sur la boîte aux lettres. Regardez si c'est pas merveilleux, cette histoire qui continue comme vous le voulez. Maintenant, on va voir l'oiseau. Je suis complètement perdu. Ah. That hare is moving so fast, he's not paying attention to where he's going. Voilà, et les enfants, alors évidemment, utilisent de plus en plus l'ordinateur. Ils sont habitués aux jeux vidéo. Aujourd'hui, ils vont faire de plus en plus de choses sur cette machine. Et puis, on pouvait envoyer des fax, on peut envoyer des fax, on peut donc faire ses programmes, on peut continuer à taper son courrier. Bref, l'ordinateur va pénétrer les foyers. Il sera de plus en plus accessible. Alors comment? Pourquoi? Explication, Bruno de la Palme. L'informatique, ça change vite. Tous les 8 mois, en moyenne, débarque une nouvelle génération d'ordinateurs, toujours plus performants, qui démodent d'un coup les anciens modèles. Chez Science et Vie Micro, l'un des principaux magazines spécialisés en informatique, on suit de très près ces évolutions. Tests en laboratoire, essais comparatifs, rien n'échappe aux journalistes. Les machines sont soigneusement décortiquées et le journal n'hésite pas à publier le résultat de ses analyses. Ici, on a même créé un petit musée de l'informatique. 1983, c'était hier et pourtant, les modèles font figure de dinosaures et la plupart des marques ont déjà disparu. L'évolution principale, c'est là qu'elle se joue. Ce drôle de tambour, stocké en 1970, 200 000 pages et pesait 20 kilos. Aujourd'hui, il suffit de 300 grammes pour stocker 10 fois plus. Demain, il faudra moins de 100 grammes. Ça, c'était quoi? Ah, ça, c'est un ordinateur portatif de l'époque. On appelait d'ailleurs la machine à coudre. 1983. Un seul lecteur de disquette, mais un ordinateur complet qu'il fallait brancher sur le secteur, qui stockait environ 180 pages de texte sur son lecteur de disquette. On pouvait rajouter un disque dur, ça coûtait très cher. Donc aujourd'hui, l'ordinateur autonome, donc sur batterie, 1000 fois plus de pages en capacité de stockage, un écran en couleur, alors que là on était en noir et blanc, le petit bijou de l'informatique personnelle. La technologie est désormais à la portée de tous. Avec des prix divisés par 5 en 10 ans, les micro-ordinateurs sont devenus un produit de masse. La Glen Valley, en Écosse, c'est dans ces montagnes que se cachent les géants de l'informatique. Pour lutter contre un taux de chômage de 13%, la région a tiré les groupes américains avec des aides à l'investissement et des salaires de 15% inférieurs au reste de l'Europe. Résultat, l'informatique fait aujourd'hui presque jeu égal ici avec le whisky. Il y a 8 ans, Compaq s'est installé près de Glasgow. En quelques années, le groupe américain est devenu numéro 1 mondial des micro-ordinateurs. Ici, on travaille 7 jours sur 7, jour et nuit. Le tiers des machines vendues par la marque dans le monde sort de cette usine, 2 micro-ordinateurs à la minute. Et voici le cœur d'un ordinateur, ce qu'on appelle la carte mère, 2 tiers du prix de revient de fabrication, à elle toute seule. Sur les circuits intégrés, va se greffer un microprocesseur, en quelque sorte le cerveau de l'ordinateur, et toutes les connexions, le système nerveux de l'appareil. Conçue aux États-Unis, cette carte a été fabriquée à Singapour, c'est la stratégie de Compaq. L'usine de Glen Valley ne fabrique pas les pièces, elle se contente de les assembler. Dans un ordinateur, les 3/4 des pièces sont fabriquées hors d'Europe, seul le quart restant vient de la CE. Ce qui vient d'Europe, c'est ce qui coûte le moins cher, les câbles, les armatures en métal, le plastique. La technologie, elle, est 100% asiatique, jusqu'au disque dur, la mémoire de l'ordinateur et au lecteur de disquette. Pour assembler le tout, il suffit de 20 minutes. À 20 km de là, la plus grosse usine informatique d'Europe s'étend sur 20 hectares, celle d'IBM. Capacité de production, entre 1,5 million et 2 millions d'ordinateurs par an. Dans les périodes de pointe, on peut y produire jusqu'à 10 000 machines par jour.
3000 personnes travaillent quotidiennement sur ce site. Si toutes les usines se ressemblent, la différence entre Compaq et IBM, c'est la provenance des composants électroniques. Là où Compaq importe ses pièces d'Asie, IBM fabrique tout sur place, notamment pour sa gamme d'ordinateurs portables. Contrairement à la plupart des acteurs du marché de la micro-informatique, nous fabriquons l'intégralité de la carte d'origine. Ça n'est pas acheté. Ça, ce n'est pas acheté, c'est fabriqué par IBM. Nous, sur les portables, en l'occurrence, nous préférons maîtriser l'ensemble de la technologie. Et pourquoi? Parce que c'est excessivement important et beaucoup d'acteurs sur le marché rencontrent des difficultés dans les portables parce qu'ils ne maîtrisent pas l'intégralité de la technologie et de l'assemblage. Que ce soit le disque dur, qui est interchangeable, que ce soit la batterie, ou que ce soit par exemple le lecteur disquette, ou même l'écran, couleur, eh bien tout ceci est fabriqué par IBM, à travers ces différentes usines. Mais qu'est-ce qui sépare, une fois terminé, un produit d'un autre? Y a-t-il plus de différence entre un micro IBM et un micro Compaq qu'entre une Renault et une Peugeot? Impossible de le savoir. Seule certitude, les marges, chez les uns comme chez les autres, elles restent confortables. Chaque constructeur a ses petits secrets de fabrication, donc, mais il n'est pas un secret par contre que les marges des constructeurs ont baissé, en pourcentage ont baissé d'une façon considérable, ont été divisés par deux en juste 2-3 ans, et donc les constructeurs, ils essayent de se rattraper sur les volumes. Et les marges partaient de combien? Elles ont les marges, en moyenne. Les marges, elles partaient de supérieures à 50% pour être aujourd'hui de l'ordre de 25%. Nous avons tenté de décomposer le prix d'un micro-ordinateur de moyenne gamme à quelques centaines de francs près. Composants et pièces 5400 francs, main-d'œuvre 600 francs, soit un total de 6000 francs sortis d'usine. Auquel on rajoute 25% de marge du fabricant, 1500 francs, 15% de marge du distributeur, 1100 francs, 18,6% de TVA, 1600 francs, soit un total de 10 200 francs dans le rayon du magasin. L'ordinateur est de plus en plus accessible donc, mais comment faire son choix quand on ne connaît rien à l'informatique? Direction le plus gros point de vente de la Fnac à Paris pour quelques questions pratiques. Et d'abord, faut-il acheter un Macintosh de chez Apple, 20% du marché de la micro, à lui tout seul? Apple, c'est convivial, très simple. L'affichage se passe sous forme d'icône. Donc, si l'on veut lancer un traitement de texte, on va cliquer dessus, double-cliquer, et ça démarre. Faut-il préférer le système PC des concurrents? Il est plus complet, mais aussi plus compliqué. Gros souci, c'est qu'il y a encore 2 systèmes d'exploitation sur PC. Pour faire fonctionner un jeu, on sera forcément obligé de taper des commandes connues, qui sont des commandes DOS. Donc par exemple, edit config.6, c'est le passage obligé pour modifier par exemple les différents paramètres. Le grand public n'aime pas trop et est forcément obligé d'y passer si l'on veut installer un jeu de base. C'est forcé. En option, on peut aussi choisir un micro-ordinateur portable, 50% plus cher. Alors? Je dis non, tout simplement parce que c'est déjà plus cher qu'une machine de base. Même puissance que sur une machine de bureau, les prix vont être quand même nettement différents. Beaucoup plus cher, l'autonomie n'est pas la même. Donc c'est plutôt destiné à une clientèle de commerciaux ou encore de personnes qui se déplacent régulièrement. Champion des ventes aux États-Unis restent les ordinateurs avec équipement multimédia. Là, le prix monte, mais dans votre ordinateur, vous pouvez avoir du son et de l'image. Ça ressemble à un disque compact, mais ça permet de tout faire ou presque. Par exemple, de visiter le musée du Louvre à la carte et pendant 6 heures, sans quitter son fauteuil. Avec, on peut bien sûr enregistrer et écouter ses disques compacts préférés. Mais on peut aussi stocker et manipuler des images vidéo, celles de la télévision ou celles de son propre caméscope. On peut également enregistrer et stocker n'importe quel document, y compris les photos de vos dernières vacances. La technologie va vite, très vite, tellement vite que tout ce que vous venez de voir sera déjà dépassé dans un an et votre ordinateur aura alors perdu la moitié de sa valeur. La moitié de sa valeur perdue en un an. Pourquoi acheter un ordinateur aujourd'hui?
Ce qu'il faut dire, c'est que l'ordinateur, c'est un peu comme la voiture. On n'achète pas une voiture pour la regarder dans son garage et pour qu'elle prenne une plus-value. L'ordinateur, c'est la même chose. S'il avait fallu attendre de s'équiper d'une voiture qui ait des airbags, je veux dire, on n'en serait pas aujourd'hui. Il vaut mieux attendre si on n'en a pas besoin aujourd'hui, il vaut mieux attendre demain. Ça ne sert à rien d'en acheter si on n'en a pas besoin, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais la révolution, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la révolution de la micro-informatique est infinie. On ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrêtera. Juste un chiffre, hein. Le microprocesseur, qui est un peu l'intelligence du micro-ordinateur, pouvait enregistrer 500 000 ordres à la seconde en 1986. Moins de 10 ans plus tard, on en est à 1 milliard d'ordres à la seconde. Alors, quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Oui, donc vous dites, il faudra bien en acheter un jour, achetons-le quand on en a besoin. Mais c'est quand même très compliqué un ordinateur. Oui, on peut dire qu'il y a des gens d'une certaine génération qui n'aiment pas tellement rentrer dans les ordinateurs. Mais il suffit de se dire, après tout, on passe le permis de conduire pour conduire une voiture. Pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas quelques heures à apprendre à faire marcher un ordinateur? Moi, j'ai du mal. Alors, non, mais attendez, non, je suis pas le seul, mais j'y arriverai. Alors, non. Alors, Microsoft, c'est eux qui inventent l'intelligence qu'il va y avoir derrière l'ordinateur, ce qui va nous connecter à tout ce qu'on a vu dans cette émission. C'est une saga incroyable, une histoire incroyable. Ça veut dire quoi, l'intelligence des ordinateurs? C'est vrai que Microsoft a fait de l'intelligence un business, c'est-à-dire que tout ce qu'on a vu dans tous les reportages que vous avez présentés, c'est-à-dire qu'on peut stocker des images, on peut travailler sur des images sur son ordinateur, tout ça, c'est quand même des opérations très très compliquées, et c'est Microsoft qui nous les rend simples, c'est-à-dire qui nous rend très simple de travailler sur une photo de famille dans un micro-ordinateur. Alors l'intelligence de Microsoft, c'est d'inventer tous ces programmes, c'est d'inventer le programme, vous vous souvenez tout à l'heure de la séquence de l'ambulance qui va connecter le petit Jackson directement à l'hôpital. C'est tout ça, Microsoft, ça vaut beaucoup d'argent, c'est une formidable success story. En 20 ans, le cours de l'action a été multiplié par 35, ça vaut aujourd'hui 200 milliards de francs, 2 fois plus que la plus grosse entreprise française, presque autant que Coca-Cola. Alors, Microsoft, success story planétaire, voyage au cœur de cette aventure avec Thierry Dussart et Jean-Yves Charpin. La saga Microsoft a commencé ici, au lycée de Lakeside. Cette école réservée à la grande bourgeoisie de Seattle était celle de Bill Gates. C'était la seule dans les années 60 à avoir des ordinateurs. C'est là que Bill rencontrera Paul Allen. Ensemble, ils vont fonder Microsoft. Paul Allen avait 2 ans de plus que Bill Gates, mais ils se sont vraiment trouvés parce qu'ils avaient la même passion pour ce truc nouveau, l'informatique. Et ils sont devenus les meilleurs de toute l'école. Très vite, ils en ont su plus que leurs professeurs et c'est eux en fait qui devenaient les profs. Depuis, Bill Gates a fait du chemin. Fils d'avocat et petit-fils de banquier, ce génie de l'informatique a donné naissance à une nouvelle industrie, celle du logiciel. Au nord de la Californie, à Seattle, sa ville natale est devenue la capitale mondiale de l'informatique. Le plus gros employeur reste Boeing, mais le constructeur d'avions débauche à tour de bras. Tandis que de l'autre côté du lac Washington, Microsoft n'en finit pas de grandir et de s'agrandir. La moitié des 16 000 employés travaillent ici, sur ce que l'on appelle le campus. La richesse de Microsoft, c'est d'avoir réussi à s'implanter au cœur du système nerveux de 80% des ordinateurs du monde. Grâce à ces systèmes d'exploitation, Bill Gates a ainsi imposé une norme et a ensuite engrangé des royalties sur chaque programme vendu. Des produits universels qui sont tous devenus des best-sellers. Pour classer des fiches, Access. Simplifier sa gestion, Office. Faire des calculs, Excel. Écrire des lettres ou mettre en page, Word. Et pour gérer le tout, Windows. Microsoft, c'est avant tout de la matière grise. La plus belle collection de cerveaux et de grosses têtes que l'on puisse trouver dans une entreprise. Lui, c'est Rick Rashid, ancien chercheur de l'université de Carnegie Mellon. Il est à la tête du département recherche et développement. Au total, 80 personnes. Comme la plupart des employés de Microsoft, chaque matin, le premier de ses gestes, c'est de télécharger sa montre. Ça bip chaque fois que je reçois une information et quand tout est fini, on entend un long bip, comme ça. Ça m'indique que toutes les informations ont été transmises et maintenant tout est dans la montre. En fait, cela me fait 3 mois d'agenda. Ce spécialiste de l'intelligence artificielle travaille sur la reconnaissance vocale des ordinateurs.
Washington State. Sans toucher au clavier, la machine obéit à la voix et affiche la carte de l'État de Washington. Toutes les recherches n'aboutissent pas, mais tous les projets doivent subir des tests en laboratoire avant d'aller plus loin. Okay, why don't you try and find that using the Find tool and see if there are any multimedia clips. Cette femme, c'est Madame Tout-le-Monde devant son ordinateur. Elle ne voit pas son interlocuteur, caché derrière un miroir sans teint. Le spécialiste de Microsoft teste alors ses réactions et repère ainsi les difficultés d'utilisation. Sorry. That's okay. Quel genre de test vous faites là? Eh bien, dans ce laboratoire, nous testons l'encyclopédie Encarta. Nous avons 4 autres laboratoires. Ah bah là, justement, se déroule un test en ce moment sur la banque de données Access. Mais c'est un produit qui existe déjà, non? Nous travaillons en permanence sur de nouvelles versions. La nouvelle version qui mobilise toutes les énergies en ce moment s'appelle Windows 95. Même à l'heure du déjeuner, on y travaille, on en parle. Microsoft est une société qui attire beaucoup les jeunes. La moyenne d'âge y est de 34 ans. Cette entreprise reçoit 10 000 candidatures par mois. Ici, on privilégie la mobilité. Et chacun doit pouvoir partir travailler pour une des filiales à l'étranger. David vient juste de passer combien? 3 ans à notre siège européen à Paris. On nous fait beaucoup bouger dans le monde pour qu'on soit plus efficace. Oui, c'est une entreprise mondiale. Bonjour et bonne chance. Windows 95, c'est ce produit miracle qui se fait attendre depuis plus d'1 an et demi. Il s'agit d'intégrer plusieurs programmes informatiques, mariant le son et l'image, avec des manipulations plus rapides et surtout plus simples. En 1 an, Bill Gates espère en vendre 20 millions d'exemplaires et générer $1 milliard de chiffre d'affaires. On a fait beaucoup de tests avec les futurs clients pour voir comment on peut leur faciliter la tâche et qu'ils puissent en faire plus. En fait, on n'avait jamais fait autant de tests dans toute l'histoire de l'entreprise que pour ce produit-là. Ici, on vit en circuit fermé. 20 navettes permettent d'aller d'un bâtiment à l'autre et de ne pas se mouiller quand il pleut, car il pleut souvent à Seattle. C'est excellent pour le gazon, le soleil aussi d'ailleurs. Et 9 jardiniers extérieurs coupent les pelouses toutes les semaines. L'herbe ne doit pas dépasser 7 cm. Nous faisons attention à ce que tout soit propre. On ramasse les feuilles mortes, il faut que tout soit impeccable et naturel. Circuit de vidéo intérieur sur le toit des bâtiments avec une surveillance 24 heures sur 24. Le bâtiment le mieux gardé, c'est sans doute le building numéro 11. Construction à l'épreuve des tremblements de terre, climatisation séparée, nous sommes dans le cœur informatique du réseau Microsoft. Une sorte de carrefour auquel sont reliés tous ses clients dans le monde. 1200 serveurs et 48 000 nœuds de connexion alignent une impressionnante capacité de calcul. Just a quick one. Don't want to go into the area. Just from here you can pan anything you want. Voici la salle de contrôle, mais visiblement on gêne. Okay, I didn't realize there was an agreement not to film in here. Okay, so turn it off. Off. Hi, come in. Should I do my greeting on camera? You can try. Bienvenue à Microsoft Home. C'est un plaisir de vous accueillir. Cet appartement est une maquette grandeur nature où l'on peut tester dans des conditions réelles d'utilisation les produits du futur. It's a living room. Yep. And you watch television. So this is the kitchen. Voilà la cuisine. The kitchen is still very much research. C'est un lieu de recherche très intéressant pour nous. Tenez, regardez ça par exemple. Bon, c'est un interrupteur pour le moment, ça permet de faire varier la lumière. Mais peut-être qu'on va vouloir le remplacer par un écran tactile, pour y mettre des messages par exemple. Eh bien, on pourra faire ça comme ça. Vous voyez, là, il y a tous les câbles qu'il faut. En fait, tout est modulable ici.
Là, bien sûr, nous avons un grand classique, un téléphone, et on va pouvoir jouer avec les messages vocaux, les messages sur écran et les bons vieux post-it collés sur le frigo. Il y a aussi une chambre d'enfant avec son petit ordinateur, une salle à manger et même un bureau. Ce qu'on a voulu faire ici, c'est le bureau d'une personne qui travaille chez elle. Une des choses qu'on prévoit de faire, c'est d'installer un système de vidéoconférence avec une caméra au-dessus de l'ordinateur. Donc la personne pourra en fait voir et être vue d'ici. Mais on peut aussi imaginer de mettre la caméra sous le téléviseur. Vous voyez, la caméra serait là. Ça, c'est l'avenir. De la téléconférence à la messagerie vidéo, il n'y a qu'un pas. Et on pourra bientôt écouter ces messages sur une télévision, comme on le fait aujourd'hui avec un répondeur téléphonique. Ce que je peux faire, c'est réagir. Ce message vidéo a été enregistré et je peux aussi lui répondre avec ma télévision et lui dire « Oui, je viens ce soir à 8 heures » ou un autre message que je veux lui envoyer. Autre possibilité, prendre un rendez-vous chez son médecin. On choisit le jour de la semaine et l'écran affiche en blanc les heures qui sont disponibles. Un clic et le rendez-vous est pris mercredi prochain à 15h30. Vous voyez, si le docteur a déménagé et que j'ai besoin de l'itinéraire, je clique sur « Oui » et la carte apparaît. Est-ce que je prends une voiture ou le bus? J'y vais en voiture. Alors j'ai l'itinéraire. Ce qu'on veut faire avec ce prototype, et j'insiste sur le mot prototype, c'est une vitrine technologique que nous avons mis au point pour montrer à nos partenaires et nos clients ce qu'on peut faire avec la télévision interactive chez Microsoft. Microsoft chez vous. Bill Gates rêve de remplir la maison du futur de jeux et d'encyclopédies vendues sur CD-ROM. Il a construit sa fortune avec des hommes d'affaires. Il veut maintenant pénétrer dans tous les foyers. Et il compte sur cette femme, la plus haut placée de l'entreprise, pour lui ouvrir les portes d'un marché qui représente déjà $1 milliard. Nous faisons un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de dollars, avec une croissance forte. C'est tout ce que je peux vous dire. Changement de décor. Il est 7 heures du soir et pour éliminer le stress de la journée, la moitié des employés de Microsoft se retrouvent dans ce club de sport à 1 kilomètre du campus. Ici, on sue et on transpire, mais c'est pour le plaisir. Pour l'argent aussi. 11% des employés de Microsoft sont devenus millionnaires en dollars grâce à de généreuses distributions d'actions dont la valeur a été multipliée par 34 depuis 1986. On trouve même des milliardaires. Le numéro 2 de Microsoft, Steve Ballmer, pèse 9 milliards de francs en banque et 103 kilos sur la balance. Hi. Were you about to begin? I was finishing this one and moving to the next one. Okay. Either place you want to get me. Steve a connu Bill Gates à Harvard il y a 20 ans et il était témoin à son mariage l'an dernier. Qu'est-ce qui arriverait à une entreprise comme Microsoft si Bill Gates mourait? Well, obviously that would be a very terrible thing. Ça serait vraiment une chose terrible. The company, Terrible pour l'entreprise, terrible pour ses amis. L'entreprise, bien sûr, ne serait plus la même. Mais d'un autre côté, comme je le dis toujours, avec Bill Gates, on peut rêver de réussir tout ce qu'on entreprend. Sans Bill Gates, nous sommes seulement la meilleure société de logiciels du monde. Accusé de violer la loi antitrust, Microsoft a jusqu'ici surmonté tous les obstacles. À croire que ce qui est bon pour Microsoft est bon pour l'Amérique. Accusés de violer la loi antitrust, que reproche-t-on à Microsoft? En ce moment, effectivement, ils sont accusés par les autorités américaines. Oui, on les accuse en fait d'avoir créé un monopole de toutes pièces et d'être à la tête de ce monopole. Donc tous les concurrents qui font du lobbying très actif auprès du gouvernement, du Congrès américain, essayent de casser ce monopole. Voilà, c'est tout. Mais en fait, on l'accuse d'avoir trop bien réussi. Mais un monopole parce qu'ils sont au cœur de pratiquement tous les ordinateurs par leur intelligence et leur programme. Et que demain... qu'il faut rendre ça compatible avec d'autres qui attendent. Voilà. Et que demain, peut-être que tous les circuits d'information sur micro-ordinateurs
passeront par des logiciels Microsoft et passeront par la machinerie Microsoft. Alors aujourd'hui, ils ont créé une richesse incroyable. En 20 ans, ils ont créé une société qui vaut 200 milliards de francs de richesse créée en 20 ans. Un homme, Bill Gates, qui possède 20% de Microsoft, qui est le cofondateur, qui est le patron aujourd'hui, qui est une espèce de star, et qui est l'un des hommes les plus riches du monde, l'homme le plus riche des États-Unis, je crois. Alors aujourd'hui, ça peut se renverser très vite ou pas, ça? Parce que dans l'informatique, on voit des fortunes se faire et se défaire. Enfin là, ça paraît solide. Ça paraît solide, mais c'est vrai aussi que ça peut se renverser très vite. Tout le monde connaît IBM. Aux États-Unis, c'était vraiment une société phare. Tous les bons pères de famille américains voulaient acheter des actions IBM. Et puis, début 90, crise permanente à IBM, licenciement de dizaines et des dizaines de milliers de salariés, les micro-ordinateurs qui se vendent moins, les systèmes qui marchent plus. Et IBM, aujourd'hui, qui doute un peu de son avenir. Et Microsoft pourrait connaître ce genre de mésaventures? Microsoft pourrait qui marche plus, et IBM aujourd'hui qui doute un peu de son avenir. Et Microsoft pourrait connaître ce genre de mésaventures? Microsoft pourrait très bien s'écrouler dans 10 ans, pourquoi pas. S'il y a un concurrent très fort qui arrive à faire passer une meilleure information, à offrir des meilleurs logiciels aux consommateurs, Microsoft pourrait disparaître en quelques années. Enfin, pour vous, c'est clairement l'un des nouveaux maîtres du monde. Parmi d'autres, mais... C'est l'un des nouveaux maîtres du monde. Il y en a d'autres. Il y a des grandes sociétés de télécommunications qui voudraient être les maîtres du monde. Mais actuellement, c'est l'un des hommes les plus puissants. C'est l'un des hommes par lequel va passer le plus d'informations. Toute la santé, l'éducation, les produits de grande consommation passeront peut-être par des circuits Microsoft à l'avenir. Le jour où nous aurons tous un ordinateur comme un poste de télévision. Alors, il y a quelques années en France, on a voulu créer d'une certaine manière des autoroutes de l'information. On avait trouvé ça. Ça, c'est un câble en fibre optique et c'est absolument étonnant. Le câble en fibre optique, ça fait moins d'1 centimètre et des centaines, des millions d'informations peuvent passer dans ce petit câble, peuvent aller et venir. On peut faire de l'interactivité avec de l'image et du son. Finalement, tout ce qu'on a vu là, eh bien, on y avait déjà pensé il y a une quinzaine d'années en France. On a voulu câbler d'abord une ville et puis ensuite tout un pays, le nôtre. Regardez. C'est donc une invention ou une technique industrielle dont les conséquences sociales seront multiples. Je crois que cela va modifier quand le plan de câblage sera... 1984, en direct avec Louis Mexando, le ministre des PTT, le président de la République en personne inaugure un appareil révolutionnaire, le visiophone. J'ai un dialogue. De dialoguer. Une véritable Rolls du téléphone. Le visiophone permet de se parler, mais surtout de se voir. Coût de fabrication, 15 000 francs. Il permet aussi d'acheter ou de vendre des produits, de consulter des services, comme sur un Minitel. En y branchant un magnétoscope, on peut même faire visionner des images à distance. Pour lancer l'expérience, c'est la ville de Biarritz qui est choisie. Les gens étaient vraiment pris par ce truc-là. On voyait que ça les intéressait, ils étaient contents. Et c'est vrai, c'était bien, il n'y a pas, c'était très bien. Pourquoi Biarritz? Cité balnéaire, mondialement connue, vitrine touristique, c'était l'idéal pour lancer la grande innovation technologique de France Télécom, la fibre optique qui transporte le son et l'image. France Télécom pose ses câbles et offre à 1500 habitants du centre-ville non seulement le visiophone, mais aussi la télévision câblée pour la première fois en France. Ferdinand Vivier est le 3e biarro à avoir reçu le visiophone. Incroyable mais vrai, ça ne coûtait pas plus cher que le téléphone. On nous a demandé de nous servir de visiophone au maximum. Nous en sommes donnés à cœur, je vous assure qu'on a parlé. Bon, alors, il y a eu des pépins, il y a des histoires. Moi, j'ai fait 6 visiophones. Et c'est le 7e qui était le bon, qui a bien marché. Allô? Oui? Vous me recevez là? Attendez, je vais me mettre en contrôle, d'abord pour voir si moi je suis pas... Si vous me recevez bien. D'accord. Voilà. Et puis je vais appuyer sur image de façon à vous recevoir. Parfait. Voilà. Ah, vous avez réussi à bien vous cadrer, vous. Passé les tâtonnements du début, le succès du visiophone est foudroyant. Idéal pour cet architecte qui montre ses plans à distance, et il n'est pas le seul. L'escalier en colimaçon. Moi, si quelqu'un me demande des attaches de surf, je lui montre. Et comme ça, il peut le voir. Et même au commissariat, le visiophone joue les surveillants auxiliaires. Allô? Oui. Bonjour le commissariat? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur, voilà je vous appelle parce que c'est la BNP Biarritz à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que nous avons un individu suspect au guichet. Oui. Il semble là sans raison apparente. Il traîne un petit peu là devant le guichet et j'aimerais bien que vous veniez voir. Oui, vous pouvez me le faire voir là, à l'aide de la caméra? Ne quittez pas.
Tatou 4 de Fanny 33. Oui, Tatou 4, écoute, transmettez. BNP Boulevard Édouard 7. Vous le voyez? Oui, absolument, pour un individu suspect dans la banque. La mairie en profite pour monter la première télé locale câblée. Les 1500 visiophones sont autant de points de direct. Les téléspectateurs peuvent intervenir depuis chez eux dans les programmes. Cette expérience a eu au moins pour avantage de pouvoir montrer que sur une ville de taille moyenne, il y avait des usages qui pouvaient exister et que tous ces usages ont été testés. Certains avec plus ou moins de succès, bien sûr, tous les usages ne sont sûrement pas porteurs. Les gens étaient curieux quand même, vous les voir, vous les... C'est surtout les jours de pluie. Et avec votre famille, vous l'utilisiez, non? Mais non, parce qu'on était les seuls à la voir, enfin, avec des amis. On communiquait pour montrer comment ça se passait quand on avait des amis communs qui venaient. On s'appelait, mais ça s'arrêtait à ce stade-là. On n'était pas assez nombreux sur Biarritz pour communiquer avec la famille. C'était peut-être un peu trop tôt. Limité à Biarritz, l'expérience va tourner court. 5 ans après les premiers essais, France Télécom décide de tout arrêter. Les visiophones disparaissent des salons et partent à la casse. On ne nous a pas demandé notre avis quand il a fallu enlever les outils. Bon, ça s'est fait très gentiment, très poliment, mais nous n'étions pas, je dirais que nous n'avions rien à dire. Le biarro moyen que je suis est toujours se sent toujours un peu blousé. On lui a relevé un outil qui était fantastique, alors qu'il pouvait faire beaucoup de choses, inventer beaucoup de services. Déjà, prendre de l'avance sur les services de demain. On l'a enlevé. Vous le regrettez qu'on vous l'ait enlevé? Ah, moi je regrette beaucoup. Seulement voilà, pour que cela continue, il aurait fallu câbler tous les foyers français, ce qui aurait coûté des dizaines de milliards de francs. Une fois la France câblée, il aurait aussi fallu que les abonnés achètent le visiophone à 15 000 francs pièce. C'était très cher. Les produits visiophoniques restent encore des produits relativement chers, beaucoup moins chers qu'à l'époque de Biarritz Fibre Optique, ça reste encore des produits relativement chers, et il n'est pas évident que la totalité, ou une grande masse, je dirais, de clients potentiels s'intéressent à ce produit-là, à ce prix-là. Alors s'intéressent à ce produit-là, oui, mais à quel prix? Que reste-t-il du visiophone aujourd'hui? Ce bâtiment à l'abandon que France Télécom cherche à vendre depuis 3 ans. Direction générale des télécoms, centrale fibre optique, une boîte aux lettres rouillée pour un bâtiment fantôme. L'expérience aura coûté au total 750 millions de francs à France Télécom, soit 500 000 francs par abonné, de quoi offrir à chacun d'eux, au prix de l'époque, un joli 2 pièces avec vue sur la mer. Quelle est la leçon que vous tirez de cette expérience? La leçon que je tire de l'expérience, elle est dans le reportage. C'est-à-dire, c'est dit à un moment, ces technologies, elles sont merveilleuses, elles proposent des tas de services que tout le monde a envie d'avoir, elles coûtent très cher. Est-ce qu'on est prêt à payer ces services? Est-ce que tel ou tel opérateur, que ce soit l'État ou des entreprises privées, sont prêts à créer ce marché de masse, à investir beaucoup pour que ce marché se développe et que le prix de ces technologies baisse? Ça, c'est la question. Il faut savoir que dans ces métiers-là, quand vous multipliez par 1000 le nombre d'abonnés, vous divisez par 10 le prix unitaire du réseau. C'est-à-dire là, on parlait de 500 000 francs pour 1500 abonnés. On aurait eu 1,5 million d'abonnés, ça aurait coûté 50 000 francs par abonné. Et encore, la partie visiophone aurait coûté moins cher, autour de 30 000 francs. On aurait pu imaginer qu'on câble la France avec de la fibre optique. On aurait eu visiophone et peut-être qu'un marché serait créé. C'est comme le Minitel. Regardez le formidable succès du Minitel. On a investi, politique volontariste, le téléphone. Enfin bon, pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait? Ça pose le problème de la volonté politique des pays. Est-ce qu'il y aura une volonté très forte à l'avenir d'imposer les autoroutes de l'information ou pas? S'il n'y en a pas, on n'y arrivera pas. Et aujourd'hui, la volonté politique dans un marché dérégulé, c'est peut-être pas si simple. C'est compliqué et les États, justement, ne savent plus très bien où se positionner aujourd'hui. Parce qu'il y a des opérateurs puissants qui peuvent intervenir. On a vu tout à l'heure le téléphone, on peut décider de mettre des lignes, mais s'il y en a un qui met une antenne et qu'on passe avec des antennes, ça va beaucoup plus vite, etc. Donc tout va vite. Bon, écoutez, on espère que vous avez compris et qu'on vous a éclairé sur un certain nombre de choses. Tout ça est assez passionnant, assez compliqué, mais enfin, je pense qu'il y a quelques points qui nous éclairent ce soir. Il y a un reportage qu'on n'a pas pu passer dans Capital et que nous avions prévu de passer. C'est un reportage sur Internet. C'est un réseau dont tout le monde parle dans les autoroutes de l'information. Alors vous le verrez vendredi prochain à 20h35 dans Capital. Nous étions un peu longs ce soir. Nous laissons la place à Culture Pub. Bonsoir.
C'était Capital avec Compaq, constructeur informatique. Compaq, à suivre.